Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à La Réunion, à Mayotte, en Guadeloupe, en Guyane, en France et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce 100% politique. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Louisy Berthet. M. Louisy Berthet est secrétaire territorial adjoint de Alliance Police Nationale. Vous êtes donc un policier. C'est bien ça, bonjour à tout le monde. Vous allez bien? Ça va, ça peut aller, je viens, je suis là. Louisy Berthet, pourquoi vous êtes policier? Parce que je me suis mis dans ma tête qu'il fallait que je puisse être à la disposition des autres, aider les autres, et puis c'était ma conviction. J'ai une formation de comptabilité à la base, hein. Donc, mais j'ai préféré bifurquer vers la justice, la loi, l'ordre. Depuis tout jeune alors? Depuis tout jeune. Oh, depuis petit, hein. Depuis petit, je regardais les Starkey Hutch, ça me disait, et puis bon, voilà. Voilà, donc j'ai toujours été je suis un homme qui aime la justice et qui a horreur de la profitation, donc je me suis lancé dans cette branche-là. Vos parents faisaient quoi? Ah, mes parents ont souffert, hein. Mon père, c'est descendant de béquet qui a rien eu du béquet, et ma mère, c'est descendant d'esclaves qui bien sûr, qu'ils ont hérité de rien du tout comme tous les autres. Et donc ils se sont démerdés à nous élever. Mon père avait des terrains, donc il faisait l'agriculture, puis il travaillait aussi pour LTPC Côte d'Ivoire, qui était l'entreprise du papa de Simon Jean-Joseph. Voilà. Et donc après, ce vieux jour se retrouvait en mairie, voilà. Et quand vous leur avez dit que vous voulez être policier, comment ils ont réagi? Ça les a étonnés, ça? Oh, mon père, il était content de savoir que tous ses enfants choisissaient leur métier, mais ma mère était inquiète pour moi. Ma mère me disait tout le temps, reviens et va me nourrir. Je dis oui, mais t'es pas éternel. Et puis, c'est vrai, il faut bien se nourrir à un moment donné, et puis il faut bien quitter la maison, il faut bien quitter le nid, et donc il faut faire son choix. Et j'ai fait mon choix. Elle accepte tant bien que mal, et malheureusement pour moi, elle en souffre beaucoup. Elle en souffre. Elle a peur pour vous? Oui, tout le temps, elle a peur pour moi, et puis il y a des gens qui s'amusent à l'apeurer un peu, quoi, pour dire que je suis en danger, que ceci, cela. Et donc tout le temps, elle a peur, mais je lui dis, la peur, il ne faut pas avoir peur, parce que chaque personne a un jour pour mourir, donc que je meure avant ma mère ou après ma mère, je vais mourir quand même. Et j'imagine que si votre mère a peur, vous avez encore plus peur. Non. Non, vous n'avez pas peur? Non, je n'ai pas peur, j'ai toujours dit ça, je n'ai pas peur parce que je sais que j'ai un jour pour mourir, donc au contraire, ça ne doit pas faire peur aux gens parce que c'est le but de la vie, c'est de vivre ou mourir. Donc on le sait, ça arrivera un jour, donc voilà, je vis avec ça. D'accord, vous êtes marié? J'y ai été. Vous l'avez été. Ok. Est-ce que, j'imagine que vous avez des femmes ou une femme dans votre vie et tout ça, est-ce que les femmes que vous rencontrez, ou la femme que vous avez rencontrée, sont inquiètes pour vous? Oui. Oui? Ah oui. Ah oui. Pas plus tard que ce matin, la maman d'un de mes fils m'a dit que je devais tout laisser tomber parce qu'elle est inquiète pour moi. Et je lui ai dit, mais tu es habitué, tu connais, donc on vit avec ça. Vous avez quel âge? Ah, ça c'est quelque chose qui se dit pas. Bon, je ne vous dis pas. En général, c'est les jolies femmes qui ne disent pas leur âge. Pour votre gouverne, je suis normalement retraité de la police. C'est ça, c'est ce que je voulais savoir, vous avez compris. Vous êtes retraité de la police. Oui, je suis en maintien d'activité, ce qui veut dire tout simplement que j'ai repoussé mes droits à la retraite, donc je suis resté là. Pourquoi? Parce que déjà j'avais envie encore de continuer un peu, et puis parce que j'ai été sollicité pour y rester, et puis parce que aussi je me sens encore utile pour les Martiniquais. Donc vous êtes policier depuis combien de temps? Oh, ça va faire 43 ans bientôt. 43 ans. Donc vous avez plus de 43 ans. Ben oui, parce qu'on rentre à la police à 18 ans. Hein. D'accord. Donc la possibilité d'entrer. 43 plus 18 ans, on fait à peu près. C'est presque ça. Presque ça. Donc vous avez vu évoluer la société martiniquaise dans sa dimension délictuelle. Est-ce que les délits aujourd'hui, est-ce que la sécurité des Martiniquais est plus menacée aujourd'hui qu'il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans?
Monsieur Laouché, ici même, je l'ai dit plusieurs fois, j'ai dit des choses plusieurs fois qui se sont réalisées. Malheureusement, je ne suis pas Monsieur Soleil ou non, c'est la logique du terrain qui fait analyser et prendre des conclusions. J'ai dit plusieurs fois, et je l'ai dit en 2018, et dans 5 ans, donc 2024, qu'on n'allait plus contrôler la rue, qu'on n'allait avoir aucun contrôle sur rien du tout, que ce soit policier, que ce soit politique et que ce soit justice. Comme on est à la dérive et comme on donne tous les droits aux délinquants, eh bien, on va se retrouver ne pas être en capacité de contrôler quoi que ce soit. Malheureusement, les faits sont têtus et m'ont donné raison. En 2024, vous avez vu le degré de violence est monté de pas d'un cran, mais de 5 ans d'un coup. Et vous avez vu qu'au début de l'année, comment on a basculé dans des tueries, dans des massacres de personnes, des fois pour des futilités. Et on est monté encore dans un cran depuis 2024 en tirant sur les forces de l'ordre sans compter. Et là, ce week-end, il n'y a pas eu de mort, mais on a eu un gendarme blessé par balle. On n'a pas hésité à tirer sur les gendarmes, dans le secteur police, bien sûr, parce que c'était à Acajou. Donc, le problème qui se pose, c'est que là, maintenant, si on veut rétablir, reprendre la situation en main, il faudrait faire le tout répressif. Pas de prévention, là. C'est fini. La prévention, c'est pas possible. On ne peut pas faire de prévention là. Pour pouvoir rétablir, il va falloir faire de la répression et après peut-être revenir à la prévention. Mais on a tellement perdu terrain, on a tellement laissé, on a enlevé à l'éducation nationale son rôle d'éducateur vraiment par le civisme. On a enlevé ça, c'est plus dans les programmes. On a enlevé le droit de réprimander son enfant quand son enfant faisait une bêtise. On a donné ce droit-là aux enfants, on a inversé les rôles. Et, on a enlevé les droits du citoyen pour le donner aux associations. On a enlevé les droits du policier pour le donner aux voyous. Et on a mis la justice aveugle, on a mis la justice sans balance. Et sans compter que les moyens ne suivent pas pour la justice, les moyens ne suivent pas pour les forces de l'ordre. Et on fait des coupes raides partout, sauf qu'il y a des endroits et l'État devait éviter de faire des coupes raides, justement. Parce que, je le dis tout le temps, tout le monde parle social. En ce moment, on a eu en 2024 des émeutes pour la vie chère. Vous savez bien que moi aussi, je subis la vie chère, hein, je le comprends. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, si vous n'êtes pas en tranquillité, si vous n'êtes pas en sécurité, vous pouvez mettre la baguette à zéro, hein. La baguette peut être donnée gratuitement, mais vous serez dans la misère parce que justement, il y a de la délinquance, justement, il y a la violence, justement, il y a l'insécurité. Et or, la base de toute société doit reposer avant tout sur la sécurité et sur le bien-être. Et là, on n'y est pas du tout, on a inversé les rôles. Donc on peut faire ce qu'on veut, lutter, faire toutes les luttes du côté du social pour pouvoir rétablir un semblant de vie normale. On n'y arrivera pas parce qu'on va avoir des morts. Et donc il va falloir peut-être prendre une décision, à un moment donné, dire bon voilà, on va se mettre pour la sécurité. Mais pour l'instant, je vais partir en retraite dans quelques temps et je suis inquiet pour l'avenir de mes collègues parce que de plus en plus ça devient compliqué et difficile et de plus en plus ils sont en train d'exploser. Exploser par le nombre de dossiers parce qu'on en a pratiquement 50 000 dossiers en attente pour être justement instruits et on a ce qui arrive tout de suite, c'est-à-dire les meurtres, les délits qui sont à traiter tout de suite. On a les auteurs, on a tout, il faut les traiter. Donc tous les autres dossiers qu'on n'a pas auteurs attendent et parce qu'il y a le live, il y a un meurtre, il y a ceci et cela et ils explosent parce qu'ils n'en peuvent plus. À l'heure actuelle, il nous manque au moins 30 enquêteurs pour pouvoir s'en sortir, pour dire bon on va arriver, on va progresser. Parce qu'un seul fonctionnaire de police a au moins 1000 dossiers, donc ça ne va plus. C'est pas possible. Donc on est des êtres humains, on n'est pas des robots, et même les robots, ils n'en arriveront pas. Il y a combien de policiers à Martinique ? Nous sommes tous corps confondus, hein, je dis tous corps confondus, y compris réservistes, y compris emploi jeunes, nous sommes environ 830. Et vous avez 430 à peu près actifs, c'est-à-dire des policiers comme moi, sur le terrain, actifs. Et puis vous avez les agents administratifs, et puis vous avez les officiers, les commissaires. Combien sur le terrain ? Oui, sur le terrain. Vous avez dit combien ? Environ 450, 430 et quelques. Il y a combien de gendarmes ? Les gendarmes sont à peu près pareils. D'accord. Et ils ont, je veux dire, ils ont un secteur qui est plus large aussi. Hein. Et eux aussi, ils sont en manque d'effectifs. Parce que déjà, ils fonctionnent par secteur.
Par exemple, ils ont regroupé tout le sud en un seul truc, tout le nord Atlantique, le nord Caraïbes, etc. Pour faire, par exemple, la nuit, pour faire une patrouille. Donc ils sont vraiment encore plus maigrichons que nous. Ils sont encore plus en danger que nous. À part les gendarmes qui sont des militaires, est-ce qu'il y a d'autres militaires en Martinique? Bien sûr, il y a d'autres militaires, il y a les CMA, il y a bien sûr des militaires invisibles, puisqu'il y a des espions, il ne faut pas croire. Hein. Il y a des espions? Ben, bien sûr. Vous êtes en France ici. Vous êtes en Europe ici. Je crois qu'il y a des espions partout. Ben oui. Dans tous les pays. Oui, mais bon. Voilà. Ok. Nous sommes en face de l'Amérique. Vous pensez bien qu'il faut bien qu'on regarde l'Amérique. Ils nous regardent, il faut qu'on les regarde. Pourquoi vous dites ça? Ben, il y a des militaires, des soldats, des espions, il y a tout pour pouvoir être les yeux de l'Europe et de la France, bien sûr. On n'est pas seul. D'accord. Donc, on est passé, vu de mon côté, hein, de personnes qui ne connaissent pas le métier, votre métier et ce milieu, d'un petit dealer qui deal pour gagner de l'argent, un peu de cannabis, et puis gagne de l'argent, etc. Il me semble qu'on est passé de ça à un véritable commerce international de la drogue en Martinique. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas. Quand je disais qu'il y a deux trafics. Il y a le trafic international qui transite et repart vers l'Europe, et puis il y a le trafic qui rentre en Martinique, qui reste en Martinique. Et l'un dans l'autre ou l'une dans l'autre, ça devient quelque chose je dirais, de grand. Parce que non seulement lorsqu'on a pris 3 tonnes, il y en a 9 qui passent à travers, mais lorsqu'on a récupéré 10 sur le territoire martiniquais, il y en a 20 qui restent. Donc on tue les Martiniquais à petit feu. Il faut savoir qu'en Martinique, la brigade de stupéfiants, je parle bien de la brigade de stupéfiants, il n'y a que 5 fonctionnaires de police. Avec 5 fonctionnaires de police, enquêteurs, vous n'allez pas loin avec ça. Donc il y a l'OFAS qui s'occupe du gros morceau en mer, qui s'occupe de tout. Hein. Et puis il faut savoir que l'OFAS récupère les saisies au large de la Colombie, au large du Venezuela, au large de Porto Rico. Tout revient en Martinique, quoi. Et donc c'est du travail pour nous, alors que c'est de l'international qui est là. Et donc ils ramènent, que ce soit le bateau français ou américain qui collabore avec nous, donc tout revient chez nous. Donc c'est une tâche de travail énorme, et eux aussi, ils sont en déficit chronique d'au moins 15 fonctionnaires de police, officiers de police judiciaire pour mener les enquêtes, pour pouvoir machin. Donc tout va mal, rien ne va dans cette police et pour garantir la sécurité des citoyens. La dernière fois que vous êtes venu ici, vous étiez indigné du fait que la justice ne vous suit pas forcément, et vous disiez, ben on l'arrête, et puis quelques jours après, on le retrouve en liberté. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est même pire. Vous savez, je vais prendre mon cas, j'ai eu affaire à quelqu'un qu'on a lutté avec, qu'on a désarmé, puisqu'il avait un SIG non, c'est pas un Taurus. Il avait un Taurus sur lui, on a lutté avec lui, on l'a désarmé. Un Taurus, c'est quoi? C'est une arme qui ressemble à l'arme que la police a, mais c'est l'arme que la plupart des gendarmes l'utilisent. Revolver. Oui, non, c'est un pistolet. Enfin, un pistolet. Ouais. Voilà. Et donc, cette arme-là, elle est aussi dangereuse que l'arme des policiers, hein, puisque les gendarmes, même les policiers, il y a certains policiers qui sont dotés de ça. Donc, vous voyez, on a lutté avec lui, bagarre, 3 véhicules de police détruits, j'étais blessé, d'autres policiers ont été blessés, il a déposé plainte. Voilà-t-il pas que ce gars-là écope de 90 jours d'amende à 7 €. Voilà la réponse. Il n'a pas été emprisonné. Non, voilà la réponse. 90 jours d'amende à 7 €. Vous pensez que les policiers ils sortent de là renforcés de leur autorité? Vous pensez que les policiers ne sont pas ridiculisés par la justice devant ces malfrats? Ils se disent 90 jours, 70, on paye ça vite fait. Hein, de ventes, 3 ventes, c'est bon, on a payé, on a fini avec ça, on peut recommencer. Donc voici des réponses qui ne sont pas adéquates, qui ne sont pas à la hauteur de ce que les policiers attendent. Et puis vous avez des personnes qui, pour X et Y raisons, font des trafics, font par exemple les ports d'armes, par exemple. Les ports d'armes, cherchez-moi le nombre de personnes qui ont été condamnées pour port d'armes en Martinique, vous savez, ça se rapproche du zéro. Et le problème qui se pose, c'est que moi je disais que dès la première fois qu'on te prend avec une arme,
il faudrait t'incarcérer. Même si c'est pour 1 mois, il faut que tu y ailles. Pourquoi? Parce que c'est donner un signal fort pour dire il ne faut pas avoir une arme. On nous contraint, on oblige les policiers à avoir une autorisation pour porter son arme pour travailler, l'autorisation pour avoir son arme pour le transport, etc. Et avoir un nombre de tirs à effectuer pour avoir l'arme. Si tu n'as pas le nombre de tirs, tu es désarmé. Donc je ne comprends pas comment on peut mettre tellement à mal la police comme ça, et puis laisser le champ ouvert pour que les délinquants puissent avoir une arme à tout va, et sans contrainte, sans rien, et puis quand on les prend, on les ramène, on saisit les armes, et puis on les remet dehors. Ça, c'est pas une politique non plus pour assurer ni le citoyen, ni le policier. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on n'a pas un nombre de tirs, tu es désarmé, ça veut dire quoi? Ben, le policier doit faire un minimum de tirs par an pour pouvoir garder son arme. Il doit s'entraîner, vous voulez dire? Voilà, c'est tout simple. Bon, c'est tout simple. Il devait avoir tiré sur des gens. Non, non. Non. Donc voilà, et quand vous avez, quand des policiers font des actions, et je remercie mes collègues en 2024, y compris moi-même aussi, je devais me remercier aussi, hein, puisque nous avons gardé un sang-froid, mais alors sang-froid glacial. Parce que se faire tirer dessus, et jusqu'à maintenant, j'en ai quelques plombs dans le corps, et d'autres aussi, pas mal de collègues sont vous parlez des manifestations liées au Airprac. Voilà. Disons à la vie chère. Voilà. Liées à la vie chère. Voilà. Et le problème qui se pose, c'est que beaucoup de policiers ont été blessés, et la loi nous permet de riposter avec notre arme létale, c'est-à-dire le pistolet qui est à la ceinture, qui peut tuer. Et nous, on ne l'a pas utilisé. On l'a gardé à la ceinture. On a mangé, mais on l'a dit, on ne tire pas sur nos frères, on ne tire pas sur les Martiniquais. Pendant ce temps-là, eux, ils ont tiré parce qu'il y a des personnes qui les encourageaient. Parce que quand vous voyez des députés qui font des communiqués de presse et qui disent bavure policière, sans rien savoir, tout de suite communiqué de presse, bavure policière. Et puis, M. Laouché, donnez-moi le nom d'un seul policier qui, suite à ces tracts, ont été condamnés. Puisque c'est une bavure policière sur telle affaire. Donnez-moi le nom du policier qui a été condamné. Puis il y a des affaires qui ont été ouvertes parce que bavure policière, hein, le député l'a dit, on va ouvrir une information. Le policier, il était dans l'exercice de ses fonctions, il a fait ce que la loi lui permet, il a été dans la loi. Et on a été en dessous de la loi, puisque je vous ai dit qu'on n'a pas riposté létalement. Donc on pouvait le faire. Mais je ne suis pas sûr que les policiers sont prêts à recommencer cette histoire-là, de rester là et de prendre du plomb et puis de ne pas rendre les coups. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Vous faites menaçant. Non, je ne suis pas menaçant. Je dis tout simplement que la loi, on va l'appliquer. Si la loi est pour nous, on l'applique. Et ça suffit, quoi. Alors, il faut que je signale aux téléspectateurs que nous faisons cette interview le 26 mai 2025, le 26. C'est-à-dire qu'il y a 2 jours en Martinique, 2 personnes étaient à Vespa, sans casque. Ils ont été interpellés par des gendarmes. Ils se sont enfuis. Et en s'enfuyant, un d'eux, le passager du scooter, a tiré sur un gendarme et l'a blessé. Enfin, tiré sur les gendarmes et en a blessé un. Donc c'est dans ce contexte-là que je vous interviewe. Qu'est-ce que vous pensez de ça, la Vespa, le tir? Je dis la Vespa, enfin le scooter. Ouais. C'est sûrement pas une Vespa. C'est déjà des... C'est fini, mais c'est électrique. C'est électrique. Non mais, ce qui se passe là, c'est que c'est la suite logique de tout ce que je disais il y a 10-15 ans. Et puis ce qui s'est passé l'an dernier. L'an dernier, quand on nous tirait dessus, et je dénonçais le fait qu'on nous tirait dessus, tout le monde prenait ça à la légère, tout le monde encourageait justement que les gens nous tirent dessus. Quand on a montré les véhicules de police criblés de balles, quand on a montré des policiers qu'on a dénoncé un nombre de policiers, il y avait plus de 100 fonctionnaires de police de blessés pendant les émeutes. Les gens ne savent pas ça. Et dedans, vous avez plus d'une 50aine qui ont été impactés de tirs de nos compatriotes en face. Et quand je disais qu'on est en train de basculer, qu'on est en train de ne rien contrôler, qu'on est en train de donner le pouvoir à la rue, ah ben, on le voit, puisque c'est la continuité de ce qui s'est passé en 2024. Hein. Et ça va continuer. Ça ne peut pas s'arrêter si on ne fait pas tout répression, si on ne ferme pas les yeux sur le candidat et puis le passé des gens, et puis on juge sévèrement les gens. Mais je dis sévèrement, eh ben, on ne va pas y arriver du tout. Est-ce que vous avez pris conscience de l'importance qu'a le véhicule, c'est-à-dire les motos, du côté des délinquants? Comme moi, j'étais en novembre, enfin, pendant les événements du Airprac, j'étais à Renéville, donc je suis allé à Sainte-Thérèse voir un petit peu ce qui se passait. Et la moto, c'est une vraie arme.
Parce qu'on fait son truc, et puis après on monte à moto, et là qu'on va un peu plus loin, et on ne peut pas être rattrapé par les policiers, parce que les motos ça va vite, on monte on monte très bien, c'est véritablement une arme. Hein. Mais justement, on nous interdisait pratiquement de poursuivre les motos, voire même les voitures. On nous donnait des conditions pour poursuivre les véhicules et l'interdiction pour les motos. Maintenant, le ministre de l'Intérieur actuel il est revenu sur ça. Il donne l'autorisation de poursuivre les motos et les voitures. Pourquoi? Parce qu'il a constaté que c'est un laisser-aller, que c'est plus possible. C'est difficile à suivre une moto. Maintenant, je vous ai dit qu'on doit passer dans ce qu'on appelle le tout répressif. Parce qu'on ne peut plus faire la prévention, ce n'est pas possible. Et quel que soit le politique qui va venir devant moi, il me dit il faut faire la prévention, je lui dis écoute, revois ta copie, reviens en naissance maintenant là parce que tu es né un peu trop tôt ou trop tard. Donc il va falloir revoir ta naissance parce qu'il y a un gros problème. On est dans un problème là qu'on ne maîtrise pas. Pour maîtriser, il va falloir arrêter cette histoire de prévention. Et après, quand on va enlever les mauvaises personnes parmi les bonnes personnes, là, on pourra recommencer à parler de prévention. Par exemple, on pourra faire de la prévention maintenant, aujourd'hui, la journée. On peut faire de la prévention. Mais la nuit, on ne peut pas faire la prévention. C'est la répression directe. Pourquoi? Parce que c'est là que vous avez la faune. Pratiquement 99% des personnes qui se font tuer en nuit. Et même les 3 derniers qui ont été tués là, ce sont des meurtres de nuit. Qui ont commencé la nuit. C'est des meurtres de nuit, puisque ça sort d'une boîte de nuit, etc. Ensuite, des aberrations aussi, une boîte de nuit qui ferme à 7 h du matin. Est-ce que c'est logique? Il fallait demander ceux qui ont fait cette législation en Martinique qui l'appliquent, alors qu'on avait demandé de faire fermer à 4 h du matin. Je suis un fêtard, hein, j'adore rigoler, j'adore fêter, je suis un bon vivant, mais il y a un moment donné, on ne doit pas faire croiser certaines faunes. Et la faune qui va à l'église, et puis la faune qui sort de la banque, qui est imbibée d'alcool, etc. On ne doit pas se croiser. Et donc, à un moment donné, il y en a une partie de la population qui s'abuse, et puis cette partie-là va rentrer à la maison, et puis pendant que l'autre va venir pour aller à la messe, pour aller au marché, pour faire ses petites courses, pour faire son jogging et compagnie, et l'un ne doit pas croiser l'autre, parce que ce n'est pas possible la cohabitation comme ça. Et la preuve, vous le voyez à chaque fois. Et donc, et le collatéral en Martinique, vous en avez pas mal déjà eu, et il faut que ça cesse aussi, qu'on fasse. Je vous donne une information, on veut créer une brigade, le directeur de la police veut créer une brigade justement responsable de la répression uniquement des armes à feu. Parce que là c'était un peu tout service qu'il faisait, là il veut le créer. Mais avec qui? Avec quoi? Avec quel effectif? On le prend où? On ne veut pas nous donner des effectifs à Paris parce que pour eux, nous avons suffisamment d'effectifs. Quand vous voyez la Guadeloupe à 1100 à peu près fonctionnaires de police, ils ont 10 000 habitants de plus que nous et nous avons beaucoup plus de tués qu'eux. La délinquance chez nous est un cran en dessous d'eux. On a moins, on a 830. Quand vous avez que la Réunion, il n'y a pratiquement pas de tués là-bas, l'exception, ils sont 1200. La Guyane et la Martinique subissent, je dirais, une politique scélérate pour la sécurité. Parce que, déjà, je vous dis quelque chose. Si nos politiques de haut vol avaient fait leur boulot, ils avaient demandé, au lieu de faire des tracts bavures policiers, puis ils avaient demandé, oh mais je les en veux pour ça, parce que la situation en Martinique, il y a un peu pour eux quand même. Et s'ils avaient fait leur boulot, ils avaient demandé un audit sur la violence, sur l'insécurité, sur la sécurité, et sur la police et la gendarmerie pour savoir si vraiment c'est cette force-là que la Martinique mérite, je suis sûr et certain qu'on ne serait pas dans cet ordre-là en Martinique. Parce qu'ils verront qu'il n'y a pas l'effectif qu'il faut pour la sécurité, que ce soit gendarme, police, pour la sécurité des Martiniquais. Même en ajoutant les douaniers, on est toujours à la rue. Et donc, il n'y a pas l'effectif qu'il faut pour la justice, parce qu'il faut voir les dossiers qui sont souffrance aussi à la justice. Hein. Ils sont les parents pauvres aussi, hein. Ils n'ont pas les moyens non plus. Hein. Il manque des juges, il manque des greffiers, il manque de tout, et il manque aussi des gardiens de prison. Et il manque aussi des places de prison. Donc tout n'est pas fait pour que, en Martinique, on puisse avoir une sécurité. Au mieux de faire le beau, ou de faire le carcou, et puis faire le buzz pour des personnes qui ne vont pas voter pour eux, d'ailleurs, dans toutes les façons. Et le problème qui se pose, c'est que nous restons dans notre misère. Nos policiers, nos gendarmes, les employés de la justice et des pompiers, bien sûr, parce que les pompiers, ils en prennent plein la tronche aussi, eux, malheureusement, alors qu'ils sont là pour porter aide et assistance et secours, et bien, eux aussi subissent. Donc, tant qu'on n'a pas pris ça en compte pour dire, bon voilà,
il faut faire un audit sur l'insécurité, la sécurité et la violence en Martinique. On ne va pas y arriver non plus. Parce que tout le monde s'en fout. Tout le monde ferme les yeux. Et ça fait des années que j'ai les alertes, ça fait des années que je leur dis ça. Maintenant, tout le monde découvre que ce que je disais était vrai, que je ne mentais pas. Eh on va découvrir encore que ce que je dis là aujourd'hui, on n'a pas fini d'en voir. Et on commence à en voir la violence. Parce que là, on monte d'un cran, on est monté d'un cran violemment, mais on va continuer à monter. Parce que, vous savez, on va court-circuiter Sainte-Lucie, on va court-circuiter Barbade. Sainte-Lucie, c'est 120 et quelques tués par an. Et pas Barbade, Trinidad, c'est grosso modo 300. Et la Jamaïque, c'est 800 et quelques de tués. Donc, on va court-circuiter les deux premiers, on va arriver directement à la Jamaïque, si ça continue. Parce que, proportionnellement parlant, vu le nombre de populations, vu le nombre de tués qu'on a chaque année, je pense qu'on est en train de basculer dans quelque chose qu'on ne va plus contrôler du tout. Et là, la Jamaïque n'arrive pas à s'en sortir. Alors, quelles sont vos solutions? D'abord, c'est pas la peine d'essayer de penser l'éducation, c'est dépassé. Il faut aller vers la répression. Non, si, dans l'éducation, il faut remettre le civisme pour les enfants. Il faut remettre ça pour les enfants. Il faut que les profs soient respectés. Il faut qu'à l'école, justement, les enfants puissent avoir justement un guide, des rails pour pouvoir il y en a quand même. Il y a quand même pour certains. Ils viennent prendre l'instruction, point barre, au revoir. Il faut un certain temps quand même. Voilà, ils ont enlevé tous les pouvoirs. Pour l'instant, la répression. Voilà. Pour l'instant. Il faut, pour l'instant. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que vous souhaitez? Il faut impérativement qu'on puisse avoir des bases solides sur les effectifs de sécurité et de justice. Ça veut dire quoi, des bases? Plus de personnes? Plus de personnel. Plus d'enquêteurs et plus de personnes qui marquent la voie publique, parce que la voie publique alimente les enquêteurs. C'est nous qui allons chercher les gens pour qu'ils soient jugés. Donc il faut des personnels sur la voie publique. Or, nous sommes sous le fil du rasoir. Et la police judiciaire, je vous dis, en scalp. Et la criminelle que vous avez, les 3 meurtres là, que vous avez là, on a dû arrêter les brigades qui sont responsables des violences faites aux femmes, et la brigade des mineurs. On a dû arrêter tout ça pour mettre un pool de 15 bonhommes à peu près pour pouvoir aller sous ce meurtre-là. Mais ce qui veut dire que les dossiers de ces enquêteurs-là restent sur la table et ils sont dédiés à ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont 3 fonctionnaires de police pour la criminelle. Donc il en faut pour toute plus. La Martinique. Ça devient chaotique. Ensuite, la justice, il faut donner les moyens à la justice, que ce soit en greffier, que ce soit en juge, que ce soit en procureur, et que ce soit aussi en gardien de prison, en place de prison aussi. Il faut que tout va de pair. J'étais contre le tout carcéral, mais je me pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas que je change cette politique-là? Parce que j'avais dit de donner une chance, toute personne a droit à une chance. 5 ans de prison, 2 ans et demi en prison, 2 ans et demi en insertion, en cours, en mise à niveau, tout ce qu'on veut. Là, je constate que la prison, c'est devenu une colonie de vacances. Parce que tu rentres pour 1 an, tu ressors, tu fais un cas, tu rentres pour 1 an, etc. Là où la personne en cours 5 ans, on lui donne 5 mois, avec sursis. Cette personne ne va pas en prison. Donc cette personne, c'est une colonie de vacances, la justice. Donc c'est une décision d'envoyer en justice. Il faut voir aussi la politique sur la jeunesse carcérale. Il faut revoir ça. Il faut les séparer. Il faut une prison séparée. Il faut pas... Tout mineur ne doit pas être en contact avec les majeurs qui sont en prison. Il faut les écarter de ça du tout. Même pas dans la même prison. Il faut une autre prison. Il faut quelque chose d'autre. Parce qu'il ne faut pas que le genre se mélange au genre. C'est pas bon. Avant, on avait le service militaire. Tu partais faire son service, 1 an, tu es coupé de la voie publique. Quand tu reviens, tu as été coupé de ça. Sur 100 départs, 1, 2 revenaient dans la rue avec les copains. Mais les autres, ils continuaient, ils ne revenaient pas en arrière. Et la génération qui était là avait pris le pouvoir. C'est eux qui revenaient, tu ne te retrouvais plus. Là maintenant, il n'y a pas ça, tout le monde est mélangé, donc il y a des enfants de 9 ans, de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans qui sont ensemble, et puis la vie, on y va. Alors donc, sexuellement parlant, ils sont développés dès l'âge de 5 ans, ils sont dans les films, ils sont dans tout, ils voient, dans la délinquance, ils apprennent tout à l'école de la rue, et intellectuellement, c'est 0 pointé, parce que tout le monde bifugue à l'école. Ce mois-ci, on a eu combien de fugues? On a pratiquement une dizaine de fugues dans le mois, de jeunes femmes qui quittent le domicile parce qu'elles ne se sentent pas bien, elles se sentent mieux ailleurs. Mais pourquoi? C'est pas parce que peut-être les parents sont plus durs, parce que les parents disent qu'il faut marcher comme ça. Non, parce que la société dont ces jeunes-là voient en face, elles ont envie d'y aller dedans. Sans tout savoir qu'il y a
il y a quand même quelque chose qui est en contrepartie, c'est la délinquance. C'est se faire prostituer pour certaines filles, c'est se mettre dans la violence, la drogue et la vente de la drogue, etc. C'est toutes sortes de trucs de délinquance qu'ils ne voient pas. Ils voient l'argent, ils voient le truc facile, mais en fin de compte, ils voient le bien-être, on voit le champagne tout de suite, je vais en boîte, je vais partout, sauf que j'ai ma liberté, mais sauf que tu es quelqu'un qui est recherché par la police systématiquement après. Donc il y a un mal-être dans ça, et ce mal-être-là, c'est l'insécurité, c'est la sécurité et c'est la violence. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on n'aura rien fait. Donc on n'aura pas fait de grande avancée pour quoi que ce soit de bien-être en Martinique, et en France d'ailleurs, puisque la France et la Martinique et la Guadeloupe, nous sommes l'antichambre de tout ce qui se fait ici, se fait après à Paris. Donc c'est clair, ceux qui nous arrivent là vont les arriver, il ne faut pas croire. Ils sont dedans, dans plein fouet, vous allez voir tout ce que je vous dis, ça se vérifie par le temps. Et puis les moyens, c'est aussi que nos politiques soient à la hauteur. On met des personnes là, on constate que, je prends un exemple, je prends la route pour venir ici. Toutes les routes sont défoncées. Toutes les routes sont défoncées. Je paye des impôts locaux à quoi faire. Et je constate que les routes ne sont pas réparées, sont bouchées, sont colmatées. Quand j'avais demandé, j'ai dit qu'il faudrait qu'une entreprise qui défonce une route ne pas réparer l'endroit qu'il a défoncé, mais sur toute la largeur, sur toute la longueur qu'il a défoncé, pour refaire la route tranquillement, que ça puisse bien se souder. Non, non, eh bien, regardez, vous avez des trous, ils sont bouchés par-ci, des branches, non. Il faut à un moment donné qu'on soit sévère sur ça. Après, on a des politiques qui ne prennent pas les responsabilités. Aucune infrastructure, et j'attends un politique puisse venir me dire que j'ai menti, et aucune infrastructure au niveau départemental n'est assurée. Tous les dégâts qu'il y a eu à Sainte-Thérèse, les réverbères pétés, coupés, qui c'est qui va les payer? C'est les citoyens qui vont payer. Parce qu'ils ne sont pas assurés, les réverbères ne sont pas rassurés. Ils ne sont pas rassurés. Parce que s'ils avaient assuré les réverbères, ils auraient déposé plainte contre X pour faire l'assurance jouée. Ils ne peuvent pas faire l'assurance jouée, donc ils ne déposent pas plainte, ça ne sert à rien. Vous voyez, c'est tous ces petits trucs-là qui deviennent vivables pour le Martiniquais. Et après, on va nous dire qu'il faut augmenter les impôts parce qu'on ne peut plus. On peut plus. Donc, on va créer des délinquances. On met des radars de partout. Les radars, on peut en mettre, hein, là où c'est utile, là où c'est important. Mais là, deux trucs qui me fait pas content contre les radars, c'est le fait qu'on enlève les points sur les permis. Qu'on donne une amende, il n'y a pas de problème, même forte. Mais quand on enlève des points, on fait des délinquants. Les gens n'ont pas de transport en Martinique. Les gens continuent à conduire. Mais ils conduisent comment? Sans assurance. Sans permis, sans assurance. Ils font un accident, voilà, encore un délinquant. Et qui c'est qui l'a créé? C'est l'État. Parce qu'on a pris le permis, c'est vrai que tu t'es mis en situation pour perdre ton permis. Mais le problème, c'est qu'en mettant les permis à point, et puis il n'y a pas de transport, on se retrouve avec des délinquants. Et puis vous avez aussi le fait qu'on en met beaucoup. Il faut me poser la question, pourquoi? On en met beaucoup. Pourquoi? C'est l'argent qu'on essaie de prendre, je ne comprends pas. Il y a des endroits où je vois des radars, je me pose la question, pourquoi? Il y a des radars dans des descentes, oui, mais la logique voudrait que les gens freinent. Ah ouais, d'accord, ok. Et dans des virages, ok, d'accord, il faut qu'ils freinent. D'accord. Vous pensez que ça empêcherait les accidents? Ça empêcherait celui qui a envie de rouler fort de le faire? Il le fera quand même. Il suffit tout simplement que vous avez des véhicules volés, puis le mec il s'en fout royalement. Il va créer des accidents, il va faire tout. Le bon citoyen, il va respecter le truc, mais il sera emmerdé. Il y en a des embouteillages dingues dû à machin. Regardez depuis qu'il y a les radars, vous avez beaucoup d'embouteillages, regardez comment c'est plus fluide la circulation. Tout ça, c'est pas réfléchi. Et c'est nous qui faisons, qui organisons la vie des citoyens. Ceux qui organisent la vie des citoyens ne réfléchissent pas. Ils réfléchissent déjà à la rentabilité, ils réfléchissent à la répression d'emblée pour certains trucs, et puis ils oublient qu'il y a le reste qu'il faut voir, et ils ne le voient pas. Et donc c'est dommage que nos politiques n'ont pas été à la hauteur pendant les 10-15 dernières années. D'accord. Donc vous êtes d'accord pour que la délinquance ait changé de nature? C'est plus violent. C'est beaucoup plus violent. Attends, c'est plus violent, mais est-ce qu'elle a changé de nature aussi? Est-ce que c'est une délinquance différente? Elle est différente parce que vous avez avant, on parlait de gangs, vous avez des communautés, vous avez des quartiers, vous avez des personnes qui sont organisées pour faire certaines choses, et puis vous avez des leaders qui les guident, et contrairement à ce qu'on croit.
Et même si c'est un quartier, il y en a un leader dedans. Même si c'est un groupe de jeunes qui se retrouvent, il y a un leader. Et ces leaders-là, ils n'en ont rien à foutre. Donc ce sont des communautés organisées. Ils sont organisés. Bon. Ils sont très organisés. Donc la délinquance a changé de nature. Je vous écoute depuis un moment. Et les solutions que vous donnez sont les solutions qui, elles, sont de la même nature que les anciennes. C'est-à-dire que face à une délinquance qui a changé de nature, vous donnez exactement les mêmes solutions que si elle n'avait pas changé de nature. Parce qu'on n'a pas appliqué. Mais attendez, mais justement, je suis en train de vous demander, est-ce que c'est pertinent? Parce que vous êtes toujours en train de demander plus de gendarmes, plus de policiers, plus de ceci, plus de cela. Non, je ne demande pas. Alors, pas forcément plus que je demande de remplacer ceux qu'ils ont récupérés, parce qu'il faut savoir qu'ils prennent la base pour les policiers, par exemple, la base de 2022. 2022, on était 830 policiers. En 2023, on est passé à 850. Comme par hasard, c'est 2022 qu'on prend. On est redescendu à 800, on est à 800. Donc vous confirmez, ce que je dis. Oui, pour vous, c'est important, c'est le nombre. Non, c'est pas le nombre, c'est la qualité aussi. Il y a le nombre, mais il y a la qualité. La qualité, je vous ai dit des officiers de police judiciaire pour mener les enquêtes et je vous ai dit des fonctionnaires de police sur la voie publique pour pouvoir ramener les gens pour qu'on puisse s'enquêter. Ça, c'est un truc qui n'a pas été respecté. Il n'a pas été appliqué. Et sous les lois, en France, c'est le pays qui a les lois les plus scélérates au monde. Hormis la peine de mort, les plus scélérates au monde, mais ils ne sont pas appliqués. Ils ne sont pas appliqués. Quand je dis que vous avez une prison qui devait être là pour 500 personnes et puis il y a 1200, vous trouvez à un moment donné qu'ils ont appliqué vraiment, la Ligue des droits de l'homme devait se saisir de ça justement. Il y avait le Covid. Le président de la République, très solennellement, s'est mis derrière un micro et il a dit « nous sommes en guerre ». C'est-à-dire que il a décidé qu'on va travailler autrement. Nous sommes en guerre. C'est plus avoir plus de médecins, plus de ceci, plus de cela. On change la nature. Pourquoi vous ne dites pas « nous sommes en guerre » ? Parce qu'en réalité, vous avez des narcotrafiquants qui sortent de Colombie ou je ne sais pas où, qui sont en guerre contre nous. Ça veut dire que quand on est en guerre, ça veut dire le mot guerre, c'est-à-dire que les soldats doivent être impliqués, que tout le monde, toutes les forces, policiers, gendarmes, tout le monde, vous pensez être impliqué là-dedans. Vous pensez que je n'ai pas dit ça? Vous l'avez dit. Officiellement dit qu'on est en guerre contre les narcos, on est en guerre contre les délinquants, mais on n'est pas en guerre contre la population. Et c'est ça aussi, il faut faire attention. Parce que dans la population, on mène une guerre pour la population, mais pas contre la population. D'accord. Or, quel est votre problème aujourd'hui? Parce que si vous avez, monsieur Berthet, un bandit en face de vous, et qu'il est désarmé, qu'il n'a rien, avec tout ce que vous avez fait comme judo, vous allez pouvoir le jeter sans problème. Oui. Par contre, s'il a une Kalachnikov, c'est différent. Donc le problème principal en Martinique, c'est le problème des armes déjà. Or, ce n'est pas quand vous mettrez plus de policiers dans la rue que vous aurez moins d'armes. C'est de les empêcher de rentrer en Martinique. Oui. Et je ne vous entends pas me parler de ça. Mais monsieur Laouché, dernière émission, je vous ai dit qu'on avait réclamé des radars. Les radars sont opérationnels dans quelques temps. Je vous avais dit qu'on avait réclamé des bateaux en mer. Le raid est muni de 2 bateaux, voire d'un 3e qui va arriver sûrement. Il y a le raid ici en permanence. Oui, il y a le raid en permanence. Il y a une antenne de raid ici en permanence. Okay. Une antenne, ça veut dire quoi? Une antenne, c'est pas... combien de personnes? Je ne veux pas donner le chiffre, mais il dépasse la quinzaine. Voilà. D'accord. Et ce sont des super combattants, ce sont des super guerriers. Hein. Et en Martinique, il y a des policiers qui sont au même niveau qu'eux, comme l'unité où je suis à la tête, hein, comme la CDI, comme la BAC, nous sommes au même niveau que le RAID. Mais ce n'est pas l'entraînement, ils l'ont plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourquoi vous n'avez pas l'entraînement, vous? Parce que nous, on va arrêter les bandits, nous, on va faire la sécurité, alors qu'eux, ils sont là pour s'entraîner et lorsqu'on leur demande d'intervenir, ils sont prêts. Alors que nous, on n'a pas cette chance de s'entraîner sans rien faire. Et eux, ils s'entraînent pour le jour. Mais nous, l'entraînement, il est plus court. Pourquoi il n'y a pas une unité du RAID en permanence constituée de Martiniquais? Si, le RAID Martinique a beaucoup de Martiniquais dedans, dont des hommes que je commande. Je suis sûr que sur les 15, il y en a 5 Martiniquais, c'est tout. C'est même pas la peine de répondre, je suis sûr. Mais vous savez, dans les 15, il n'y a pas 5 métropolitains. Je vous donne les informations que vous voyez. Ouais. Ah bon? Ah. Il n'y a pas 5 métropolitains. Ah voilà, parce qu'il y a des Guadeloupéens aussi, il y a d'autres personnes là-dedans. Je veux dire que quand je dis qu'il y a un problème en Martinique, et puis
On fait venir la CRS, je ne sais pas quoi. C'est moi qui ai demandé la venue de la CRS 8. Oui. Et donc, on demande, alors chaque fois qu'il y a un problème, on va faire venir... Parce qu'il n'y a pas l'effectif. Eh bien, il faut le mettre. C'est pas l'effectif. Non, c'est pas l'effectif. Non. Vous me dites que je suis Non. C'est pas l'effectif seulement. C'est le corps de métier. C'est-à-dire d'avoir un nombre important de jeunes Martiniquais qui soient au RAID, qui soient au GIGN, qui soient des CRS, enfin, qu'on ait une force. Vous avez en Martinique des forces que vous ne vous souvenez pas. Vous avez le RAID ici, vous avez le GIGN aussi ici, et vous avez une antenne en mer qui est à l'OFAS, qui est un genre de RAID aussi, mais qui est spécialisé dans la lutte contre la drogue. Et eux aussi sont bien entraînés, super entraînés. Et vous avez les CDI, et nous avons demandé la création... CDI, c'est quoi? Et les compagnies départementales d'intervention. Et c'est tout ce qu'on traite de CRS 8 et puis qui ne sont pas des CRS 8, mais qui ont même les mêmes prérogatives, mais verront pire. Par exemple, la nuit, vous avez les CDI de nuit, ce ne sont pas des CDI comme la CRS 8, c'est encore pire. C'est-à-dire que nous, les Martiniquais voient la CRS 8 comme quelque chose, mais moi je suis à la tête d'une unité de VU. C'est une CDI, mais qui fait que des VU, c'est-à-dire des violences urbaines, que des violences urbaines. On ne fait pas de maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, c'est ce que vous voyez devant le palais de justice quand il y a des manifestations un peu partout. Eux, c'est comme la CRS 8. Et nous sommes plus loin encore. Nous sommes des guerriers qui vont à la guerre, là, vous voyez. Et donc, ils avaient leur CRS 8 en Martinique depuis des années. Ils ne soupçonnaient pas ça. Mais pourquoi on a demandé la venue de la CRS 8 en Martinique? Enfin, pas la CRS 8, on a demandé la venue d'une CRS qui fait les deux, VU et MO, et maintien de l'ordre. Et pourquoi? Parce que mes hommes ont été impactés dès les premiers jours par balles. Ils ont été épuisés, ils sont blessés. Et à un moment donné, au bout de 10 jours, je voyais l'effondrement de la Martinique. J'ai vu que la Martinique allait basculer dans la violence totale, qu'on n'aurait pas le contrôle. Et quand j'ai vu que mes gars tenaient parce qu'ils étaient en souffrance, j'ai demandé et obtenu par le ministère de l'Intérieur le fait qu'on nous accorde les CRS. Et je remercie l'ancien préfet, M. Robin, qui a parfaitement compris le truc, puisqu'il est en Martinique, on est le tissu, et donc ça m'a été accordé de nous envoyer une CRS. Chose qui a fait polémique comme pas possible, puisque pour le RAID, on m'avait incendié aussi, pourquoi on envoie le RAID ici, alors que le RAID n'était pas ici, n'est toujours pas ici pour les petits bandits, c'est pour les gros bandits. Les gens n'ont rien compris, mais bon, ça, quand le RAID arrive quelque part, c'est que c'est un gros bandit qu'on recherche. Donc c'est pas un bandit, un voleur de véhicule, un truc comme ça, c'est pas ça. Donc prise d'otage, avion détourné, tout ça, voilà. Mais non, on m'a décrié. Maintenant, c'est du RAID, parce que quand j'étais prise à partie à Sainte-Thérèse, et comme mon unité est venue justement sauver les gendarmes qui étaient eux-mêmes emboubés, on a désemboubé les gendarmes, mais nous on est restés dans le cambouis. Et il fallait tenir le terrain parce qu'il ne fallait pas perdre le terrain. Et puis quand nous sommes retrouvés là, 14 fonctionnaires de police blessés par balle, 14 d'un coup blessés là. Et bien là, quand j'ai demandé la venue du RAID, il est arrivé à 1h du matin, il n'y a plus de combat. Terminé. Le RAID est entré dans la favela là-dedans, et puis ils n'ont pas fait de quartier. Donc il n'y a eu plus. C'est terminé. Ils sont arrivés avec un blindé. Le véhicule passe de partout. Donc ils sont entrés avec le blindé. Ils ont fait le ménage et nous a protégés. Donc il a son utilité. Et la CRS 8 est venue pour nous soulager. Je veux dire que ça a son utilité. Il faut que je sois ici de façon permanente. Mais elle est permanente ici. Elle est à nous. Le RAID Martinique, c'est le RAID 972. C'est à nous. C'est notre RAID à nous, Martinique. Il y a le GIGN et Martinique aussi. C'est les gendarmes. C'est l'équivalent du RAID. Et chez les gendarmes, c'est en Martinique aussi. C'est à nous. Ces forces sont là. Il y a deux compagnies de gendarmes mobiles qui sont à nous. Et puis il y en a un qui tourne, un troisième qui tourne. Et puis on a nous, ce qu'on a demandé, c'est créer. Moi, personnellement, je suis monté au créneau et je le dis au nom de mon syndicat pour demander la création d'une CRS. Et anti-Guyane, je n'ai même pas demandé une CRS pour la Martinique, une CRS anti-Guyane. Tout le monde me tire dessus. Mais les gens voient les CRS dans la répression. Mais répression de quoi? Lorsque tu manifestes, tu n'incendies pas. Tu casses pas, tu caillasses pas, tu manifestes gentiment. Les forces de Martinique, c'est nécessaire, hein, c'est suffisant. Hein. Par contre, quand tu pilles, quand tu voles, quand tu boules, quand tu tires sur les policiers, là, c'est pas suffisant. Donc, il faut une force qui vient en appui, qui vient supplanter les blessés et les fatigués. Et là, non, je m'étonne que tous les politiques vont debout pour ça, contre la création d'une CRS anti-Guyane. En CRS anti-Guyane, c'est la Guadeloupe qu'on a besoin, hop, et en Guadeloupe, la Guyane a besoin, hop, en Guyane. Et la Martinique, elle est basée en Martinique, et monnaie courante, patrouille,
à longueur de journée, comme une police secours, pour pouvoir endiguer la délinquance. Quand vous avez 120 fonctionnaires qui sont lâchés par groupe de 3, par groupe de 4 dans Fort-de-France ou Lamentin pour patrouiller, vous pensez que c'est un manque de sécurité qui est là? C'est une sécurité supplémentaire. C'est endiguer le trafic, c'est endiguer les braquages qui peuvent se faire parce qu'il y a beaucoup de présence de police. Quand je demande ça, je ne demande pas de venir battre les Martiniquais pour taper sur les Martiniquais. Non, si les Martiniquais défilent gentiment, pacifiquement, sans envoyer de cailloux, sans brûler, sans tirer sur les policiers, vous pensez qu'on a besoin de policiers? On n'a pas besoin de policiers. Mais malheureusement, nous sommes devenus tellement violents que maintenant il faut s'adapter. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut s'adapter parce qu'il n'y a aucune manifestation qui se termine bien maintenant. Tout se termine dans la violence parce qu'on incite à ça, on cultive ça justement. Et maintenant, on récolte les fruits, même quand il n'y a pas de conflit. Donc il faut absolument qu'il y ait cette force-là. Et peut-être qu'on va me rappeler pour l'inauguration un jour, puisque j'ai demandé ça, je ne suis pas prêt de le voir, puisque M. Cazel, qui est ancien préfet de Martinique aussi, s'y oppose. M. Cazel, il faut le savoir, M. Cazel, c'est lui qui a les finances de la police. Hein. Il est passé le grand financier de la police au niveau national. Donc voilà, tout ça veut dire tout simplement que nous sommes dans une situation de guerre, comme vous dites, mais pas les moyens. On n'a pas les moyens. On est en train de faire une guerre sans les moyens. Vous avez demandé des radars depuis quand? Oh, ça fait plus de 3 ans qu'on demande ça. 3 ans. Je me rappelle, même plus que ça, parce que M. Sarkozy nous l'avait promis. Il était ministre de l'Intérieur. Ça fait longtemps. Ça fait un moment. Oui. Donc après, c'est comme les commissariats. On a eu 5 commissariats de construire avant d'avoir celui-là. Tous les ministres sont passés, vous aurez un Vous commissariat. n'êtes pas courageux quand même. Hein. Vous étiez à Hauteur-Saint-Ville et puis on vous a fait partir. Non, encore une fois, c'est moi qui ai mis, et je le dis, je le revendique et je n'ai pas honte de dire ça. La ville de Fort-de-France nous a mis à disposition un immeuble qui est devenu une boîte de nuit d'ailleurs. Et mis à disposition un immeuble. Et cet immeuble, voilà-t-il pas qu'il y avait 2 problèmes. Le tout premier, c'est qu'il y avait une infection de cafards et de rats qui entrait et c'était compliqué. Et puis le deuxième problème, chose qui est complètement interdite par la loi française, c'est qu'un immeuble ne doit pas avoir une seule entrée, une seule sortie. L'entrée, c'était la sortie. Quelqu'un venait, ils assiégeaient le commissariat, on ne pouvait pas sortir, on était en prison. On était en prison. Quand j'ai demandé de casser un mur à côté, derrière, au rez-de-chaussée, pour pouvoir sortir dans le couloir de l'immeuble à côté, on nous a dit non. Fin de le recevoir. J'ai fait droit de retrait. J'ai demandé aux collègues de faire droit de retrait. On ne rentre pas dans ce commissariat-là. Terminé. Et c'est pour ça que vous n'avez plus ce commissariat-là, parce qu'on était devenu en danger. Et vous savez, chose que j'avais demandé, je ne l'ai pas obtenue. La fameuse porte. Casser le mur pour mettre une porte dans le mur pour sortir dans le couloir. Vous savez, ils se transforment en boîte de nuit, mais comme la boîte de nuit, c'est le même règlement. Voilà, c'est le même règlement, donc ils l'ont fait. C'est bizarre ça, non? Non. Mais... Quand une société est anti-police, anti-sécurité, eh bien, après, il ne faut pas s'étonner que ça va mal. Mais vous m'avez dit ça là, mais vous êtes parti aussi, vous avez fui de rive droite, la police municipale. Moi, je ne représente pas la police municipale, mais ça m'étonnerait que la police municipale ait fui, puisqu'ils sont toujours à Texaco, là. Ah non, ils sont boulevard Général de Gaulle. Hein. Oui, mais ils ont été pillés, ils ont été volés, ils ont été vandalisés là-bas. C'est bien ce que je vous dis, vous avez été vaincus. Enfin, ils ont été vaincus. Ça aurait été vous, ça aurait été pareil, vous seriez parti aussi. Je ne pense pas. Mais si vous seriez parti. Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Eux, ils sont partis parce que déjà, le site même, vous savez, la police municipale ne fonctionne pas comme la police nationale. C'est-à-dire la police nationale est RJ24. Et j'ai demandé au maire, et il n'y a pas longtemps, j'étais sur une autre petite chaîne de la Martinique, et le premier adjoint était là. Et je lui ai dit, créez une brigade de nuit de policiers. En créant ça, vous avez tout votre site qui est sécurisé, qui est surveillé, pas par des caméras, mais par des humains. C'est pas la même chose. L'humain et la caméra, c'est pas la même chose. Le temps de réaction de l'humain pour venir au secours de la caméra, et on est pris en endroit, on est pris à droite, à gauche, alors que vous avez de l'humain, ça va plus vite. Et donc le problème, c'est là qui commande. Est-ce que c'est les syndicats de la police municipale qui s'opposent à la création d'une brigade de nuit, ou si c'est le mec qui n'a pas la volonté de le faire? Parce qu'une brigade de nuit, pour la police municipale, ce serait quelque chose de très bien. Ça coûte de l'argent. La sécurité a un coût, ça n'a pas de prix. D'accord. Voilà, c'est tout. Il y a un coût, mais ça n'a pas de prix. Quand vous voulez protéger les citoyens, il faut mettre l'argent qu'il faut. Je vous dis,
peut-être la raison, c'est peut-être ça. Oui, c'est peut-être la raison, mais il y a l'argent, je veux dire, il n'y a pas d'argent pour nous, citoyens, il n'y a pas d'argent pour nous, mais j'entends 150 000, 200 000, il y a autant qui partent à droite, à gauche pour faire des trucs pour les autres. J'entends même nos députés qui vont poser des questions à l'Assemblée nationale sur les Haïtiens de Saint-Domingue. Alors que nous, ici, on a beaucoup de problèmes, les questions ne sont pas posées pour nous. Donc je me pose la question, est-ce que vraiment la Martinique mérite ces politiques qu'ils ont? Ils méritent la politique aussi qui est menée? Je ne suis pas sûr. Parce que une police municipale qui n'est pas armée, une police municipale qui n'a pas une brigade de nuit n'est pas une police municipale. Parce que moi, je suis partisan de donner certains pouvoirs de la police nationale, par exemple d'être APJ. Qui soient APJ, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire un procès verbal directement et qui dépendent d'un officier de police judiciaire, comme tout APJ dans la police, et puis pouvoir arrêter quelqu'un, pouvoir faire certains actes que les policiers nationaux nous faisons. Et puis, petit à petit, détacher la police nationale de certaines tâches qui, justement, nous empêchent d'aller là où on a vraiment besoin, parce qu'on est sur une petite tâche. Par exemple, un différend familial pour une clôture, un différend familial pour un feu de poubelle. On nous envoie à la police nationale. Ben, la police municipale peut aller régler ça. Et nous, on va sur un accident, on va sur un braquage, on va sur quelque chose d'autre qui est beaucoup plus dangereux, plus machin. Non, on doit faire tout ça. Donc on perd du temps. Et je ne dis pas que c'est les gens qui sont dans ces situations-là ne sont pas en souffrance. Mais si on arrive à laisser cette partie de travail-là à la police municipale, c'est déjà les valoriser. Et c'est aussi les points en complément d'objet direct qui sont, mais qu'on n'applique pas, parce que la police municipale appartient au maire, il fait ce qu'il veut à sa police municipale. Et or, en devenant APJ, il y a un contrôle qui est perdu par la mairie. La mairie perd un contrôle, c'est-à-dire sur le judiciaire, ils deviennent, et justement, c'est le procureur comme moi-même, et obéissant au procureur. Donc là aussi, c'est pour ça qu'ils ont peur, ils ne veulent pas. C'est tout, ils veulent avoir leur force à eux, mais ça ne marche pas comme aux États-Unis, hein. On est en France. D'accord. La notion de guerre, je vous le disais, implique les soldats, quoi. Vous parlez de radar. Vous avez suivi la guerre en Ukraine un peu? Oui. Vous avez entendu parler. Vous avez découvert l'importance des drones. Est-ce que dans le petit territoire que nous avons, ce qu'il faut protéger, c'est nos côtes? Favorier. Parce que vous dites quelque chose qu'on a déjà. Vous avez quoi? Parce que là, avec les radars, on aura des douanes. Et puis on a des petits drones aussi. On a des pilotes, là, au mois de juin, j'en ai qui partent en formation de drones. On a des pilotes de drones, quand on a besoin, on sort des drones. D'accord. Les gens ne le voient pas, mais on est droné. Et puis on a le vrai drone, je dirais que les gens voient en Ukraine, même pas, parce que le drone qui va être mis à disposition de la Martinique, c'est un petit avion, c'est un mini-avion. Quand il va voler à 1 kilomètre à peu près, on va le voir correctement, comme il faut. Parce qu'il est assez gros c'est des gros drones, c'est des mini-avions. Ce n'est pas les petits qu'on achète au supermarché ou bien les petits que la police en a actuellement. C'est un gros truc, c'est un mini-avion et qui va avoir un vrai pilote assis à un endroit pour le piloter. Et cet avion-là ce drone-là peut être un drone de combat, mais ce sera un drone de surveillance. Ça sera équipé de caméras. Et pourra nous dire en temps réel ce qui se passe en mer, ce qui se passe autour de la Martinique. Et nous serons le premier département français d'outre-mer à être doté de ce truc-là. Vous avez 3 drones maintenant et puis vous faites l'intéressant pour moi. Non, je ne fais pas l'intéressant. C'est un combat qui a été mené depuis, je vous dis, depuis des années. Et même, je me rappelle qu'un des directeurs de cabinet de ministre m'avait dit que est-ce que vous pensez que vous aurez des matériels de guerre parce que vous êtes en guerre? Alors je lui dis non, c'est que si vous donnez au Mali des radars qui coûtent combien d'argent, plus de 1 million d'euros, et puis que la Martinique en a besoin, vous ne le donnez pas, je ne trouve pas cohérent cette politique-là. Ça c'est votre politique, mais je ne trouve pas cohérent qu'on ne défend pas le territoire français et qu'on va défendre, on met les moyens qu'il nous faut, on lui donne aux autres. Je ne comprends pas. Donc moi, la meilleure des choses, c'est de se servir, soit d'abord de protéger sa population d'abord et aller protéger les autres après s'il en reste. S'il en reste. Mais si on ne peut pas, on ne peut pas. Et donc on est français, donc les Français d'abord, et la Martinique d'abord. Ben, la politique politicienne et la haute politique, ça me dépasse pour l'instant. Les Français, les hexagonaux disent que en matière de drogue, en défendant la Martinique, ils défendent également l'Europe, la France notamment, puisque la drogue passe par ici. Alors est-ce que vous avez le temps de réfléchir? Est-ce que vous avez réfléchi à ce qu'il faudrait comme drone, le nombre de drones,
pour complètement contrôler la Martinique, les frontières de la Martinique, nuit et jour, avec des gens qui les pilotent nuit et jour et qui regardent nuit et jour ce qui se passe. 2 suffisent. Il y en a un qui vole et un qui est en réserve. 2 suffisent. Oui, parce que l'amplitude de ces trucs-là, c'est comme les hélicoptères. Hein. Et en plus, ils pourraient même voler plus vite. Donc, c'est 2 gros drones, quoi. Oui, c'est des gros drones. On en a pas mal de petits. Hein. On en a pas mal de petits, mais les petits, si on le fait monter trop haut, le vent, on a des alizés terribles ici quand même. Donc, il faut des trucs qui résistent aux vents qui sont en altitude. Donc, 2 suffisent. Il y en a un qui vole en permanence et puis l'autre qui est au sol au cas de panne, etc. Mais c'est Il faut 2. C'est absolument. Ce qu'on dit là est incroyable, quoi. Franchement, dans ma tête, il aurait fallu une escadrille de drones. Ah non, avec l'amplitude de la Martinique, il ne faut pas oublier que la Martinique, elle est petite. Hein. Voilà, elle est petite. Elle est grande et petite. Voilà. Mais non, je suis catastrophé parce que je suis très surpris. Non. Que vous n'ayez pas fait. Les radars, oui, il en faut plus. Mais le drone. Mais pourquoi c'est pas fait? Mais c'est fait là. D'ici là la fin du mois prochain, peut-être qu'on va vous appeler pour l'inauguration des radars et du drone. Quand on nous reprochait aussi de ne pas avoir de bateau, et moi le premier qui critiquait parce qu'on n'avait pas de bateau, on a donné 2 gros bateaux flambant neufs et hyper puissants au raid. Tout ça hein, dans le cadre où on va lutter en mer, parce que la lutte aussi sur la terre est en mer. Est en mer. Parce que tout arrive, on est une île, hein, tout arrive. Tout n'est pas créé, tout arrive. Donc il faut vraiment qu'en mer et en l'air, il y a un combat qui puisse être mené, et ce combat-là est en train de se prendre à... Vraiment, ils sont en train de nous donner satisfaction sur les demandes qu'on demande depuis 10-15 ans. D'accord. Voilà. Pour protéger les frontières, quoi. Enfin, parce qu'ils ont constaté que la frontière, déjà Schengen n'existe pas ici, mais ils ont constaté que la frontière de l'Europe, c'est nous. Oui, justement. Et donc le problème, c'est qu'il faut protéger cette frontière. Et en protégeant cette frontière, on protège l'Europe. Parce que la drogue passe par la Martinique, transite par la Guadeloupe, transite par la Guyane. Et tous ces trucs-là font que les Européens sont inondés par le marché de la drogue et compagnie, en partie dû de la cocaïne qui sort des Amériques. Ouais. Mais donc vous nous assurez que dans les mois qui viennent, nous aurons la possibilité d'empêcher que les armes entrent en Martinique. On ne va pas empêcher que toutes les armes entrent en Martinique. Pourquoi pas toutes ? Il y a différentes façons de faire entrer les armes. Quelle façon il y a ? Par la poste, par l'avion, en dessous, par un individu qui voyage. Il y a différentes façons. Le tout, sécurité, ça n'existera jamais. C'est pas vrai. Mais par contre, 90% de toute sécurité, oui. On aura toujours des failles, on aura toujours des trucs qui vont passer. Mais pas comme maintenant, là. Pas en grand nombre, mais pas comme ça. On arrivera si on met les moyens. Je vais vous donner un exemple, je vais vous donner un scoop. D'ailleurs, je vais essayer de ne pas trop en dire, parce que je serai dans la seconde discussion. On a fait une très belle affaire samedi. Ça résume tout ce que je disais. Passeurs, canaux, drogue, fusil, alimentation, qui sort de Sainte-Lucie, qui arrive en Martinique, intercepté par les policiers de Fort-de-France, de nuit. D'accord ? Non, j'ai pas compris. Hein. On a intercepté un bateau muni de fusils qui n'étaient pas sous les porteurs, hein, qui étaient des fusils qui étaient dans le canot, de la drogue et de l'alimentation, tout ça, pour les verser sur le marché martiniquais. On a stoppé ça, on a stoppé ça. Ce qui veut dire tout simplement, quand je disais que la drogue rentrait avec ses armes, tout le monde disait, oui, bon, voici l'occasion qui prouve que c'est vrai. Et quand vous avez des mules, par exemple la Guyane a fait du 100%, contrôle 100%, qu'est-ce qui s'est passé? Tous en Martinique. Les mules, on n'a plus quoi faire en Martinique maintenant. On ne sait plus comment faire. Il y en a qui passent à travers parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Si on fait comme 100% tout contrôle, il faut beaucoup plus de policiers, n'est-ce pas? Encore le fait que bien qu'on va me traiter de pleureur, de pleurer pour avoir, mais vous savez, je pleure, mais les hautes instances, que ce soit le préfet ou le directeur de la police, ils pleurent aussi pour les effectifs. Hein, parce qu'ils demandent, moi je demande, mais eux aussi ils demandent. Hein. Donc chacun son tour dans le fait de pleurer. D'accord? Eh bien, vous avez qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va en Guadeloupe. Après Saint-Martin, et ainsi de suite. On pousse le dossier dans chaque département, chaque île qui existe, qui peut avoir accès à l'Europe. Les mules, ils ont la drogue sur eux dans leur bagage. Des fois sur eux, des fois dans le bagage. Ça dépend de la quantité.
Ça dépend de la quantité. Il y a des fois où les mules passent à travers, mais arrivent à Paris, ils se font interpeller. Ils se font interpeller. Et là, le port va avoir un scanner. Le grand port va avoir un scanner pour scanner les conteneurs. Et ça aussi, c'est un prix, c'est un coût. Et ça fait un moment qu'on demande ça. Ça fait un moment qu'on dit qu'il y a un trafic dans les conteneurs. Et personne n'écoute. Ben, là maintenant, quand tout va machin, subitement, voilà, on trouve l'argent, on trouve le nécessaire pour le faire. Mais vous savez, il faut toujours qu'il y ait malheureusement des victimes, et un grand nombre, pour pouvoir faire réfléchir à certaines personnes qui dirigent et qui organisent la vie en société. Et on n'arrive pas à faire ça en réfléchissant simplement. Parce que moi, je dis, gérer, c'est prévoir. Prévoir, c'est gérer. Quand on a prévu des choses, on peut gérer derrière. Et quand on gère maintenant, on peut prévoir pour l'avenir. Donc tout est lié. Et on ne réfléchit pas. On décide, on dit, bon, on va faire ça, puis demain matin, ah non, on ne fait plus ça, on va faire ça. Mais on a laissé l'important parce qu'il n'y a pas assez d'argent, ou bien parce que, non, il y a plus d'urgence par là. On s'affole au lieu de prendre des décisions fermes et rester sur les décisions et faire les choses correctement. Non. Donc on est dans un pays où le pays Martinique, hein, on est dans un pays, on est en Martinique où rien n'est géré. Le préfet il essaie de faire tant bien que mal, mais il n'est pas aidé. Les adjoints du préfet, c'est qui? Ce sont les députés, ce sont les élus de la CTM, les maires. Bon, les maires, ils n'en peuvent plus. Ils ont pas assez de pognon pour faire ce qu'ils ont à faire et ils prennent le pognon pour soit embaucher ou soit faire n'importe quoi. Donc on se retrouve déjà avec des problèmes. Après, quand on monte les députés, c'est eux qui devaient justement saisir les problèmes et puis proposer à l'Assemblée nationale des changements, des guidages et compagnie. Non. Mais ces gens-là, ils ne font pas leur boulot. Ils ne font pas leur boulot. Et quand vous avez à l'Assemblée territoriale, vous avez par exemple là, vous avez des bus immobilisés. Et quand vous aurez à changer les batteries électriques à 5 000 € par batterie, qui c'est qui va payer? Quand les bus sont restés à l'arrêt là et que la batterie ne fonctionne pas, le bus, on va changer les batteries, c'est 5 000 € minimum par batterie. Donc, des fois, on ne réfléchit pas et puis on ne veut pas, c'est pas moi, c'est pas lui, c'est nous. Et puis ça reste là, ça pourrit. Et puis il y a des dégâts. Combien d'entreprises, par rapport à cette grève-là qui va à la CTM, là, et qui va à la CTM, du moins, au transport, combien d'entreprises qui vont couler? Combien de personnes qui vont prendre leur boulot? Parce que je ne parle pas des transporteurs, hein. Je parle des gens qui vont au travail, qui ne peuvent pas y aller. Il y a des personnes qui travaillent, même à la CTM, à la mairie, qui travaillent dans les entreprises ici, qui ne peuvent pas aller, ils n'ont pas de voiture. Ils font du stop, ils essaient de se démerder pour aller. Vous pensez qu'on fait ça au bénéfice du peuple? Vous pensez qu'on met à disposition justement le transport qu'il faut? Quand je vous ai dit que les radars mettent des délinquants, eh bien voici encore un autre motif encore pour dire stop. Il faut réfléchir avant qu'on fasse n'importe quoi. Il faut qu'on trouve des moyens à discuter et à évoluer. Non, on est là, ils se mènent la guerre entre eux au lieu de mener la guerre contre ce qui n'est pas bon. Donc je ne comprends pas. Ok, moi je suis un politicien, je suis élu. Mais je ne m'y connais pas spécialement dans le secteur de la sécurité, quoi. À quel moment, vous, policiers, vous avez proposé un plan cohérent à un député en lui disant voici, voilà ce qu'il nous faut, et puis il prend ça sous son bras et il va l'emmener à Paris. C'est pas un peu de me dire que vous l'avez fait, vous ne l'avez pas fait. Merci. Merci, monsieur Larouché. Merci. On a proposé, on a dit, on a refait, on a redit. J'ai même fait tourner des députés avec moi en patrouille qu'ils puissent voir. Ah bon? De eux-mêmes. Il y en a même un, il a été estomaqué dès qu'il est descendu les mots de maman qu'on a reçus. Il a dit comment je fais? Comment on fait pour pouvoir ne pas partir en sucette? Les violences verbales, physiques qu'on subit, il était présent, il voyait. Non, mais la solution. Est-ce que vous lui avez proposé des solutions? Mais bien sûr. Un plan global, je dirais, pas des petites mesures. Les solutions que je vous donne, je vous ai dit, tout est lié. La sécurité ne va pas sans la justice. C'est impossible. C'est impossible. Et quand vous n'avez pas donné les moyens ni à l'un ni à l'autre, vous vous retrouvez dans cette situation où vous êtes. Quels moyens? Que ce soit financier ou humain. Moyens financiers. Enfin, c'est extraordinaire. Je veux dire que ce qu'il faut changer, c'est la loi elle-même. Mais non, mais il y a assez de lois. Mais non, il n'y a pas assez de lois. Monsieur Larouché, si j'applique les lois qui sont dans le code pénal, excusez-moi, code pénal, code civil, code de salubrité, code du travail, si j'applique tous les codes, on ne vit pas. Attendez, restons sur le code pénal. On ne vit pas. Vous avez vu l'épaisseur?
C'est écrit tout petit. Hein. Oui, je connais. D'accord. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, si quelqu'un rentre chez vous et vous vole, Oui. vous avez, je ne sais pas, 3 ans de prison. OK? Si cette personne rentre et vous vole, si la loi lui donne 10 ans, ça a changé? Ça change. Mais c'est déjà. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Oui, mais c'est en pas fin le de cas compte- du tout. En fin de compte. C'est la. en fin de bon, compte, attends, déjà- une dernière chose. Oui. La prison. C'est-à-dire que la prison, bon, il faut préparer la personne qui est en prison pour qu'elle va sortir, etc. Et j'ai entendu des gens qui parlent des prisons. On a l'impression qu'ils veulent faire de la prison une manière de colonie de vacances quelque part. Mais si en prison, on souffrait vraiment, c'est-à-dire qu'on souffrait en prison, au lieu de faire qu'on ne souffre pas, au contraire, est-ce que ça ne changerait pas beaucoup de choses? Ça changerait beaucoup de choses si on appliquait déjà ce qui existe, puisqu'il y en a des peines de prison qui sont assez élevées et on n'en applique pas. Par exemple, pour un meurtre, c'est 20 ans, c'est 25 ans, c'est 30 ans. Non, on est à 12, 10, 8, 7. On n'applique pas. Et c'est ça que je dis, la politique, les juges devaient être élus. Ça, c'est ma position. Comme aux États-Unis. Quand vous postulez pour la Martinique, il y a 10 personnes qui postulent pour la Martinique. On fait une élection Martinique pour savoir quel juge. Et pour 4 ans, pour 3 ans, quel juge. Cette personne est élue et cette personne, c'est si qu'il n'y a pas de résultat derrière, il ne sera pas là. Alors que là, c'est le seul personnage en France qui est impунissable. Il fait l'appui et le beau temps, il n'est pas impunissable. Vous imaginez le pouvoir qu'il a? Il décide de dire il ne va pas en prison, il ne va pas en prison. Les juges de liberté, ils s'amusent à ça systématiquement avec nous. Nous sommes écœurés. Nous sommes écœurés quand on voit et puis le délinquant, il sort, il pavane, il est content. Il est content. Non. Et à un moment donné, il faut que la loi change là. Là, cette partie-là. Juge de liberté, c'est une chose, mais il faut que les juges de... Moi, je fais une connerie. Pensez bien que je suis très médiatisé en Martinique. Ils ne vont pas me faire de cadeaux. Hein. Ils vont prendre des épées secs, ils vont dire du corps. Hein. Mais le délinquant, là, qu'on ne connaît pas, qui a fait plus de dégâts que moi, qui a même tué, eh bien, il va se retrouver et, avec un bracelet, convoqué au calendrier grec ou n'importe quoi, avec une petite peine. Non, mais un policier, il est mort. Non, cette politique-là, il va falloir changer ça, ce justement-là. Et moi, j'ai rien contre les juges physiquement, mais leur fonctionnement, non. Et à un moment donné, il faut qu'on puisse dire, vous êtes responsable de ce que vous faites aussi. Et ils ne sont pas responsables, ils conspirent là. On se lave les mains, on n'est pas responsable. On envoie en prison un innocent, mais on n'est pas responsable. On met dehors un tueur, mais on n'est pas responsable. C'est la loi, on n'est pas responsable. Au nom du peuple français en juge, on n'est pas responsable. Pardon. Vous faites un tueur, il sort, il retue. Vous n'étiez pas responsable de le mettre en prison, là. Et les vices de forme et de vices de procédure. Ça aussi, il faut que ça sorte du code pénal. Il faut que ça cesse. Parce que ça casse trop il suffit d'un mot inversé, d'un mot mal écrit dans le contexte de tout, un vice de procédure. Ou alors, je ne sais pas, on a fait une perquisition à 5h moins 1, vice de procédure. Mais chaque policier avec une heure différente. Hein. C'est des petits trucs comme ça qui enrayent la machine et c'est pas normal. C'est pas normal ça. Et donc, changer les lois-là de ce côté, oui. Mais changer les lois qui existent, non. On peut l'améliorer en pire. M. Sarkozy avait mis des peines planchées. Oui. On a enlevé. D'accord. C'est qui c'est qui l'a enlevé? C'est ceux qui gèrent la vie des citoyens. Hein. Tout le monde pleure. Tout le monde pleure. Ah ouais, on veut le remettre, on veut le refaire, mais on ne veut pas revenir en arrière. Santé constitutionnelle, c'est ceci, c'est cela. Mais à un moment donné, on gère la vie des gens. Il y a des gens qui n'ont pas demandé à se faire tuer. Et donc, ceux qui sont des tueurs en puissance, ils ne doivent pas être parmi eux. Et on doit les enlever. Et nous, on nous enlève cette capacité-là. C'est aberrant. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il manque des prisons en Martinique. Ben oui, je l'ai dit tout à l'heure. Quelqu'un me l'avait dit avant vous. Mais je l'ai dit tout à l'heure, je me suis pour vous consulter. Et il disait, et ça vous ne l'avez pas dit bien entendu, qu'il faudrait mettre des bateaux prisons au large de la Martinique. Il me disait qu'il avait vu ça dans un film américain. Tu avais déjà dit ça ici aussi. Vous aviez déjà dit ça? Oui, oui. Vous avez déjà tout dit, vous? Oui, oui, j'avais déjà dit ça. J'avais dit que il y avait un pays qui l'a expérimenté vraiment. Il a mis un bateau, il a enlevé le fond de cale. Tout au fond, le bateau il est profond dans l'eau. Hein, et qu'un hélicoptère, ils venaient ravitailler pour tester, pour voir. J'ai dit c'est bien. J'ai dit c'est bien parce que la personne se trouve à 5-6 km au beau milieu de Miquelon. Là. Et donc,
Et je ne suis pas sûr qu'il voudra s'évader pour aller à la nage. Hein. Franchement, vous pensez que c'est une bonne solution? Non. Protéger avec des droits? Non, c'est pas une bonne solution parce que après on a le temps, on a le mauvais temps, on a plein de choses. Et puis l'homme, quoi qu'on en dise, je crois au Seigneur, je ne fais pas confiance en l'homme, mais je veux donner une chance à l'homme. Je vais donner une chance à l'homme, que nous, on ne bascule pas dans la sauvagerie non plus, qu'on nous, on ne devient pas des fauves, qu'on nous sommes déjà pratiquement. Mais qu'on stoppe ça là, qu'on ne va pas plus loin. Parce que des solutions aussi dures, aussi radicales, peut-être, mais pas dans ce monde-là actuel. C'est faire comme les délinquants, devenir comme eux. Est-ce que la récidive pourrait justifier un traitement différent de ce genre-là? C'est prévu par la loi. C'est prévu par la loi, sauf que là non plus, c'est pas appliqué. Je prends un exemple, quelqu'un qui a été condamné à 2 mois de prison avec sursis parce qu'il avait fait un vol véhicule ou un programme, tiens. Et on lui donne une chance parce que son passé, son papa était méchant avec, parce qu'il a souffert, il n'a pas été à l'école, etc., etc. C'est tout ça qu'on prend en compte pour pouvoir libérer les gens. Hein. Il refait la même chose, ou il fait pire. On lui redonne 2 mois de sursis. Quand est-ce que les 2 mois qu'il avait tombé? On redonne 2 mois de sursis sur les 2 mois de sursis qu'il avait. C'est une aberration en France. Il faut que ces gens-là puissent comprendre qu'à un moment donné, le mec il est en sursis, le sursis est révoqué. Systématiquement, tu as fait une connerie, révocation du sursis. Donc tu as déjà 2 mois fait ma affaire. On juge le fait maintenant. D'accord. Oui, non, on ne le fait pas. Donc, voilà. Vous parlez de certains laxismes quelque part de la justice. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est parce qu'elle est faite, elle est rendue par des gens qui ne sont pas martiniquais, qui ne sont martiniques? Ils sont trop politisés. C'est pas à cause de la politique. Mais ils connaissent rien à la politique. Quand vous avez un procureur qui était ici, d'ailleurs je lui ai dit, c'est tous ceux qui veulent aller venir dans votre bureau, moi je ne veux pas vous demander audience. Parce que lorsque vous avez fait les murs des cons, le premier personnage qui était sur votre mur, c'est le responsable du syndicat Alliance au niveau national. Donc, non, un juge qui se permet de faire ça, un magistrat qui se permet de faire ça, c'est non avec moi. J'ai dit, si vous jugez que le chef du syndicat... C'est le mur des cons? Le mur des cons, c'est ils avaient mis tous les politiques, Sarkozy, toute la clique, ils avaient mis les personnes qui lui plaisaient pas. Les magistrats qui étaient en grève. Le magistrat qui a fait ça, mais le syndicat de la magistrature. Donc ils ont fait leur truc, ils ont fait leur machin, et donc ils ont fait le mur des cons. Personne n'a condamné ça. Personne n'a condamné ça. Vous pensez que c'est le rôle des magistrats de faire ça? Vous imaginez un policier, moi je mets, puis je fais mur de cons, puis je mets les noms de tous les juges, et ben ils vont demander à la gendarmerie de venir m'interpeller. Hein. Ils ne vont pas demander à la police, parce que la police va dire non. Les policiers vont dire qu'ils ne vont pas m'interpeller, parce qu'ils comprennent, ils savent très bien ce qui se passe là. Ils vont demander aux gendarmes de venir m'interpeller. Pourquoi? D'ailleurs, j'habite dans un secteur gendarmerie. Donc pourquoi? Parce que je n'aurai pas ce droit-là, alors qu'eux, ils s'octroient ce droit-là. Vous voyez ce que je veux dire? Le rapport qu'il y a est du n'importe quoi. C'est pas normal. On doit respecter une institution, que tu sois d'accord avec Alliance, que tu sois contre tel parti politique ou tel homme politique ou tel entrepreneur. Ça, c'est ton problème. Mais tu n'as pas l'afficher, faire un mur et puis mettre ça en tant que personne qui ramène la justice. Non. Donc est-ce que la justice est laxiste en Martinique parce qu'elle est entièrement entre les mains de gens qui sont ici peu de temps? Je ne vais pas dire ça, parce que c'est mi-figue, mi-raisin, c'est mitigé. Parce qu'il y a des cas, par exemple, les femmes battues en Martinique, les violences faites aux femmes en Martinique, c'est le département qui a le taux le plus élevé de répression. On va me dire qu'en Martinique, il y a beaucoup plus de femmes battues qu'ailleurs. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes juges en Martinique? Ah oui, il y en a. Mais c'est pour ça. Il y en a. C'est pour ça. Oui, il y en a. Et le problème, c'est que, en principe, on dit que les femmes sont plus sévères que les hommes, mais des fois, j'en doute. S'ils tombent sur moi, vu comment je parle, ce que je fais, je pense qu'ils vont aller de cœur joie avec moi. Mais ils tomberont sur un citoyen délinquant, vraiment délinquant, je ne suis pas sûr qu'il aura le même traitement que moi. Hein. Ah bon? Ah non, ce sera plus gentil. Ils sont trop politisés. Vous pensez ça vraiment? Oui, je le pense vraiment. Je pense que certains, pas tous, certains ils appliquent la politique de l'inverse de ce que... Par exemple, le gouvernement qui est en place, moi, il ne me plaît pas, je ne veux pas appliquer ce qu'ils inventent, je veux l'appliquer partiellement. C'est du n'importe quoi. Quand on voit quelqu'un qui tue quelqu'un et puis il prend 7 ans, il prend 10 ans, on se pose la question que vaut la vie d'une personne. C'est pas normal. Quand tu vois que quelqu'un tue 5-6 personnes et cette personne s'en sort avec 20 ans, il peut demander des remises de peine et il reçoit 17 ans. C'est une aberration. Je suis allé aux remises de peine, par exemple. Enfin, c'est encore autre chose. De bonne conduite.
bien gentil. Tu es en prison, tu as tué quelqu'un, bonne conduite, tu sors 3 ans avant l'heure. Non, il y a un moment donné, il y a des victimes. Hein. Il y a des victimes. Et il y a il y a des victimes mortes, mais il y a des victimes vivantes autour de la victime qui est décédée. Qui c'est qui répare ça? Personne, c'est irréparable ça. Les douleurs des gens, la souffrance des gens qui ont perdu un des leurs, ça ne se répare pas ça. Et quand on voit quelqu'un qui va pavader, il va faire le cake, il va dire moi je l'ai tué, je l'ai descendu parce qu'il méritait, et puis que derrière on lui donne 6 ans, 7 ans, vous rigolez là. Vous rigolez là. Les gens, non. Les juges ne savent pas ça, mais la population prend patience. Mais un de ces 4, la population va demander justice. Parce qu'ils vont se retrouver au tribunal, ils vont dire non, ça c'est pas une justice, on n'est pas d'accord. Et là, je voudrais bien voir ce qu'ils vont faire. Ils vont appeler la police. Est-ce que vous êtes pour qu'on transforme l'autorité parentale? Est-ce qu'il faut la laisser telle qu'elle est ou pas? C'est-à-dire que les parents, c'est eux qui éduquent les enfants. Il n'y en a plus d'autorité parentale, on l'a enlevé. Moi, je sais que si j'avais fait une bêtise, je prenais la fessée. J'en ai pris quelques fessées, je faisais des conneries, hein. J'en ai pris quelques fessées. Je ne suis pas mort. Et j'en veux pas à mes parents, à mon père, parce que ma mère nous a jamais touchés. Il nous a même jamais engueulés. Papa, il rigolait pas. Même avec les enfants du quartier, tout le monde bonnait. Il voyait quelqu'un chez son papa faire une bêtise, il n'y a pas le père, pas la mère, il entrait la fessée. Donc voilà, je ne vais pas demander qu'on arrive à cette extrémité-là non plus, mais vous allez voir des générations passées qui n'ont pas beaucoup de délinquants. Et puis là, tout va à volo. Quand j'ai demandé de faire une école pour les enfants mamans, tout le monde rigole de ça. J'imagine quelqu'un de 14-15 ans qui enfante. Cette personne, c'est un enfant, c'est un bébé qui a fait un bébé. Cette personne ne connaît rien dans la vie vraiment pour être maman et papa. Cet enfant, c'est comme sa petite soeur, son petit frère. Cet enfant devient délinquant puissance la plupart des fois parce qu'elle n'a pas su donner et l'éducation qu'il faut à l'enfant, parce qu'elle n'a l'a pas eu non plus à un moment donné ce qu'il faut. Donc cet enfant va s'élever dans le sillage de sa maman, de son papa qui est mineur, qui ne connaît pas encore les rouages de la vie, et puis ni loi, ni foi, ni rien, hein. Donc tout est permis, tout est permis, c'est comme le vendredi. Ça vous arrive d'aller au Terre Saint-Ville de temps en temps? Souvent, oui. Vous êtes en uniforme, non? Oui. Moi, je suis souvent, je ne vois pas. Ah si, Non, c'est je moi le vois reconnais. pas. C'est si vous n'allez pas me voir. Pas vous personnellement, je veux dire que j'aime en sortant d'ici, je suis à l'Ermitage et j'aime passer par Fort-de-France, Renéville et tout ça. Excusez-moi de vous faire de la peine, mais je vois rarement des policiers en train de faire des patrouilles. Je vois ça rarement. Vous savez, moi je vous dis quelque chose, je suis à la tête d'une unité qui est pratiquement sur 8 heures de boulot, ils sont 7 heures dehors. Quand ils n'ont pas d'affaires, ils n'ont pas à taper à la machine. Ils sont dehors, mais en permanence. C'est pour ça qu'ils sont très réactifs. Donc ils doivent avoir beaucoup à taper à la machine. Il y en a, mais j'ai plusieurs patrouilles, il n'y en a pas qu'une. Ah bon, d'accord. Et je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas longtemps, lundi, on était réunion, ça s'est terminé pratiquement à 21h chez le préfet de sécurité. Et je lui ai dit que je n'étais pas d'accord avec l'histoire de se mettre sur le Malicom. J'ai dit, vous mettez tous vos forces de police sur le Malicom parce qu'il y a eu 3 tués. Mais il n'y aura plus 3 tués là demain. Hein. Ça c'est clair. Après demain, il n'y aura pas 3 tués là. Hein. Parce que là, c'est une circonstance, on a suivi, on a tué là. Mais les gens n'habitent pas là. Les gens ne vivent pas là. Donc, sécuriser, je lui ai dit, mais c'est l'endroit qui a le plus de policiers qui passent au mètre carré. C'est des Porsche et compagnie sur le bord de mer. Et c'est valable pour Terre Saint-Ville, c'est valable pour Sainte-Thérèse. C'est les 3 endroits où il y a le plus de policiers au mètre carré. Donc non, si vous ne le voyez pas parce que ce n'est pas votre temps, et puis vous êtes un peu aveugle. Bon, alors je vais regarder différemment, je vais changer de lunettes. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire quand même à Sainte-Thérèse, Canal-Alaric plus précisément, dans cet endroit-là, contre la délinquance? Et récemment, j'ai laissé l'avenue Maurice Bishop et je suis monté dans une des rues de Sainte-Thérèse pour aller vers l'église. Et donc je me suis retrouvé dans une rue très étroite avec des jeunes qui étaient au milieu de la rue en train de jouer, je ne sais pas, aux dames ou je ne sais pas à quoi. Et ils ont bien voulu me laisser passer, quoi. Ils ont bien voulu me laisser passer. Non, il faut demander ça à la CIMA et puis aux HLM. Et le regroupement familial, le regroupement des familles à risque et des familles, je dirais... Mais ils n'étaient pas près des HLM, hein, c'était dans la rue, quoi. Il y a des maisons... Oui, mais ils habitent où? Ben, ils habitent dans les maisons. Ah ben merci.
Mais les maisons, c'est pas des HLM, c'est des maisons qui sont là depuis 50 ans, 100 ans. Oui, mais ils n'habitent pas dans les maisons forcément, dans les maisons... Pas forcément, mais enfin ceux-là, ils étaient chez eux. Hein, ils étaient, oui. Donc, vous pensez qu'ils sont chez eux et ça... Oui, on a l'impression qu'ils sont chez eux. Vous avez une personne qui fait le voodoo dans un appartement, un petit immeuble à Sainte-Thérèse et qui nuit à tout le monde. Et il n'y a rien qui est fait pour pouvoir dire à cette personne, le propriétaire pour dire à cette personne, suffit que vous emmerdez les gens la nuit avec vos cris. C'est pas votre travail? Ben, c'est pas mon travail de dire à la personne de cesser cette activité. C'est pas moi. C'est pas moi qui loue pour cette personne. Nous, on va lui dire de cesser de baisser le son. Le niveau, oui. Ouais, mais c'est pas mon travail à moi. Mais donc voilà. Et oui, comment vous renvoyez la balle sur quelqu'un d'autre? S'il y a du tapage nocturne, c'est votre faute, c'est votre responsabilité. Il fallait passer ça justement à la police municipale. Mais il y a le tapage nocturne, on y va. Mais vous savez, le tapage nocturne passe après, malheureusement. C'est des nuisances qui se font mal, mais passe après un accident corporel, mortel, etc. Ça passe après une personne agressée sur la voie publique, ça passe après un cambriolage, ça passe après un VMA, ça passe après plein de choses. Et vous savez, dans une nuit, les policiers, ils ne sont pas légion. Vous voyez, ils ne sont pas légion. Donc, ce qui fait qu'ils sont sur quelque chose de très important. Et par exemple, quand on est mobilisé sur un accident sur l'autoroute, vous avez pratiquement les forces de l'ordre sur l'autoroute, et ils ne vont pas se retrouver à aller dire à la personne de cesser le tapage. Hein. C'est pas possible. Et quand vous avez des personnes des familles qui sont choisies pour être mis dans des immeubles, mais pourquoi on ne se renseigne pas pour savoir s'il y a déjà une famille compliquée là? On met 2-3 familles compliquées dans le même immeuble. Et ça, ouais, ça fait une complication terrible pour les autres habitants et puis pour la population même du quartier. Donc il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse à la manière qu'on déplace les gens. Parce que la personne emmerde quelqu'un dans une cité ici, on déplace dans une autre cité. Mais lorsqu'on déplace, il faut regarder si cette personne ne va pas se retrouver justement en position d'emmerder les gens. Et puis il n'y a pas une autre famille qui est déjà comme ça, pour pouvoir alourdir encore. C'est compliqué. Est-ce que la police municipale n'a pas un rapport différent de vous avec la population? Plus proche, plus long parlant? Moi, j'ai assisté à des scènes. Vous pensez que le délinquant regarde l'histoire de police municipale, police nationale? C'est un policier qui est devant? Mais justement, non. C'est-à-dire qu'il y avait une manifestation, il y avait des manifestations, et il y avait un barrage qui était en train de se monter à l'avenue Jean Jaurès, et j'ai vu de mes yeux. Vous m'avez parlé de la population, vous parlez de manifestation. Une manifestation, c'est pareil. Nous, on sera là, si on dit rien, si on ne dit rien, on ne dit rien. Non, mais par contre, je vais vous raconter. Je ne suis pas sûr. Je vais vous raconter que les gars étaient en train de monter un barrage. J'ai vu arriver des policiers municipaux qui leur ont parlé, ils ont parlé un petit moment, et les gars n'ont pas monté le barrage. Ça m'a un peu surpris. Oui, mais ça aussi, des fois, on arrive sur le barrage. Ça vous arrive aussi? Bah oui, de dire de ne pas monter. Puis il y en a ils sont tombés sur des gens qui sont conciliants, bien des gens qui suivaient le mouvement. Oui, ils connaissaient, mais qui suivaient le mouvement. Et le problème aussi, c'est que s'ils tombent sur des tarés, des machins, ils ne vont pas regarder que tu es policier municipal ou national. Hein. Et c'est comme tirer sur les policiers. Ils ne vont pas dire « Ah tiens, c'est un policier municipal. » Non, là non, mais je veux dire... Donc, je vais vous dire que les policiers municipaux ont l'air peut-être plus au contact de la population. C'est le rôle. Oui. C'est le rôle, hein. C'est la population de la ville. Hein. Ce sont des employés de la ville. Hein. Donc, normalement, ils doivent connaître le tissu social encore mieux que la police nationale. La police nationale s'occupe de trop de choses en même temps. D'accord. Pour pouvoir avoir le temps de dire on va côtoyer, on va policer. C'est comme là, il me dit on va remettre la police et les lotages dans Fort-de-France. Je dis il faut. Je dis il ne faut pas. Pas pour l'instant, il faut nettoyer d'abord. Il faut qu'on sécurise la ville d'abord. Qu'est-ce que vous avez dit, là, les lotages? Les lotages, c'est les collègues à pied ou à vélo. Ben, pour faire ça, pour prendre contact avec, c'est des policiers qui vont faire justement la prévention. Vous voyez, pour faire ça, il faut qu'il y ait moins de délinquants sur le site. Il y a des endroits, par exemple, sur le hall du centre commercial, vous avez un noyau de jeunes oisifs qui sont là. Il faut peut-être les inviter à sortir pour que le jour qu'il y a un problème avec ces policiers à pied ou à vélo, qu'ils ne soient pas pris à partie par eux, qu'ils n'ont rien à voir dans l'affaire, mais ils viennent trouver l'opportunité de venir. Et puis, il faut sécuriser le site d'abord. Et pour sécuriser le site d'abord, il faut faire la répression. Le problème, il est là. Pour pouvoir faire la prévention, actuellement, il faut faire la prévention. Il faut faire la répression. Prévention après. Répression d'abord, et ensuite, l'ordre est établi, on fait la prévention pour ne pas retourner en arrière. Et le problème, il est là, c'est qu'on fait ni la prévention, ni la répression. Et si on légalisait la drogue?
Bon, le problème résisterait toujours. Il existerait toujours. Toujours. Parce qu'il y aura toujours la concurrence pour vendre, il y aura toujours les hommes pour circuler, il y aura toujours des problèmes entre eux, il y aura toujours. Et puis, ça veut légaliser, légaliser la drogue, c'est tuer une population. Tout le monde se mettra à fumer. Alors, on va légaliser la drogue. Monsieur Larouché, permettez-moi d'être un peu en colère par ce mot-là et puis les gens qui portent ce mot-là. Moi, je suis policier, je n'ai pas le droit de fumer. C'est interdit pour un policier de fumer le cannabis ou la cocaïne, tout ce qu'on veut. C'est interdit pour un pilote d'avion. C'est interdit pour un médecin. Le jour qu'un médecin voudra, il dit bon, je vais fumer un joint, ou bien je vais prendre un peu de cocaïne. Et puis il va opérer au lieu d'enlever les reins et je sais pas, il enlève le cœur. On va lui dire quoi? Donc il y a une catégorie de la population que ce sera interdit, ce ne sera pas légalisé pour eux. On est bien d'accord. Pilote d'avion, policiers, gendarmes, douaniers, tout ce qui est entré avec l'ordre de la loi et puis tout ce qui est entré avec la vie des gens, ils n'auront pas le droit. Mais pourquoi? Ils sont des citoyens comme les autres. Mais pourquoi? Ils sont des citoyens comme les autres. Il n'y a pas des pays où c'est légalisé la drogue? Le droit où c'est légalisé, il y a la discrimination de ce type-là. Ah bon? Ben oui. Et en plus, c'est la répression forte et sur eux. Donc eux, ils seront toujours dans le trafic. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont entrer dans le trafic. Et ça va être terrible. Donc légaliser, non. Je pense qu'il faut combattre et contenir le moins de personnes dans ça. Parce que si on légalise, ça veut dire qu'on ouvre les vannes et tout le monde aura le droit de fumer, sans exception. Donc, il ne faut pas faire ça, parce qu'on tue une population. Là où vous avez des fumeurs de cigarettes, vous aurez des fumeurs de joints, de cannabis. C'est une facto, ça va de pair, c'est légal. Pourquoi pas? Moi, je vais prendre un petit joint, donc voilà. Et voilà. Et puis tout le monde se met à fumer, tout le monde est cocaïne man, et voilà. Dans toutes les grandes villes, il y a des quartiers chauds. Oui. Voire plusieurs. Donc nous avons un quartier chaud qui est Terre-Saint-Ville. Est-ce que vous le vivez comme ça? Très chaud, oui. Très chaud. Très chaud. Sainte-Thérèse est devenue un très chaud depuis 2024, oui. Mais est-ce que chaud, ça veut dire qu'il y a la prostitution, qu'il y a tout ça dans les villes normales? Quand on va en Hollande ou je sais pas, à Paris, Pigalle, etc., il n'y a qu'au Terre-Saint-Ville où il y a des prostituées. Il n'y a pas de prostituées à Sainte-Thérèse. Oui, mais Terre-Saint-Ville, c'est unique au monde. C'est quoi? C'est unique au monde, Terre-Saint-Ville. Il y a 9 nationalités pratiquement dans 1 km², même pas. Peut-être 800 mètres carrés, 900 mètres carrés. Ça fait 9 nationalités. C'est pas normal. Vous avez 147 bars de débit de boisson, donc 98 à peu près qui sont légalisés. Les autres sont... Non. Et ça vous gêne? C'est un quartier chaud, voilà. Quand vous avez... En ce moment, il y a un gros conflit entre deux communautés bien loin de la Martinique. Haïtiens et puis... Même île, mais deux populations, deux faunes différentes. Ils ne s'entendent pas. Vous parlez des Haïtiens et des Dominicains. Voilà, et c'est les deux plus fortes communautés qui se trouvent à Terre-Saint-Ville. Ensuite, vous avez les Saint-Lucien. Ensuite, vous avez les Dominicains. Les Dominicains de la Dominique. Vous avez les Français que nous sommes, Martiniquais et les Français que nous sommes. Vous avez même des Roumains. Vous avez des Cubains. Vous avez des Vénézuéliens. Vous avez, comment ça s'appelle, des Colombiens. Et je suis à 8. Il y en a 7 vraiment qui sont importantes et les autres, je dis, un peu moins. Et vous avez Cuba. Et quand vous avez ça, en seulement 1 km², tout 1 km², vous avez tout ça. Vous avez la prostitution. Vous avez les bars. Tout est fait. C'est comme si on faisait une belle soupe, une bouillabaisse. Mais je trouve qu'il n'y a pas tellement de délinquance à cet endroit. On n'entend pas beaucoup de morts au Terre-Saint-Ville, beaucoup de morts. Parce que ça s'est téléporté autre part. Oui, c'est bien ce que je vous dis. Mais vous allez voir que... Mais ils parlent des Terre-Saint-Ville. Et Terre-Saint-Ville? Terre-Saint-Ville, c'est tranquille. Tranquille? Non. Non. Terre-Saint-Ville n'est pas tranquille. Terre-Saint-Ville, il y a son lot de délinquants, il y a son lot de violence et toutes les nuits. Hein. Ah ouais? Oui. Oui. Donc pour l'instant, ça s'est calmé et les tueries et compagnie là, et ça s'est téléporté autre part, ça s'est déplacé autre part, mais Terre-Saint-Ville reste le noyau rouge, voire écarlate de la Martinique. Ah oui. C'est le cœur, poumon, le moteur de la délinquance. Il me semblait qu'il y avait plus de délinquance à Sainte-Thérèse, de délinquance dure à Sainte-Thérèse qu'au Terre-Saint-Ville. À Sainte-Thérèse, vous avez des gens manipulés. Ah, par qui?
Ah, ça. Ben, Vous et moi, nous le savons très bien. moi, je ne sais pas. Hein. Ah, moi non plus, alors. Mais c'est votre métier. Ah, moi, je ne cherche pas à savoir qui c'est qui manipule ces politiques-là. Tout le Vous monde ne le sait. cherchez pas à savoir qui manipule ces politiques. C'est pas les politiques qu'on manipule. Ah, je ne sais pas. Oui, vous êtes trahi. Non, non. Pour vous, ce sont des politiques qui manipulent les voyous. Ah, je ne sais pas. Vous devriez poser la question politique. Il y a plein de choses qui se passent là-bas et qui sont cautionnées, qui sont des non-dits et de non-faits. Donc voilà, après, chacun mène sa baraque. Vous parlez sérieusement là. Pourquoi? Non, mais c'est extraordinaire. Quand vous avez des kiosques qui sont montés sur le terrain de l'État et que personne ne dit de le démonter, vous n'êtes pas complice. Quand vous avez des dégâts énormes qui ont été faits sous Sainte-Thérèse et que on nous dit qu'on ne veut pas la police pour accompagner, pour pouvoir nettoyer, la police n'a jamais accompagné pour nettoyer. Hein. Alors, la police a accompagné pour déblayer, pour ouvrir les portes, pour que les gens ne puissent pas empêcher les pompiers de passer, éteindre le feu et compagnie. Mais la police, le nettoiement, ça n'a jamais été le truc de la police. C'est pas notre cas, c'est pas notre problème, c'est le problème de la ville et de la CACEM. Mais pourquoi vous me dites ça? Pourquoi je vous dis ça? Mais parce que vous nous dites qu'il y a des trucs qui sont cautionnés par qui? Eh bien, cherchez. Si rien n'est dénoncé, tout ce que je viens de vous dire n'a jamais été dénoncé, cherchez des complices. Vous allez les trouver. Vous êtes un grand bonhomme. Mais non, mais bon, est-ce qu'il y a des gangs à Sainte-Thérèse? Il n'y a pas de gang en Martinique. Il n'y a pas de gang. En Martinique, il n'y a pas de gang. En Martinique, il y a des communautés. En Martinique, il y a des quartiers, il y a des groupes, il y a comment je vais dire ça, des copains. Ce ne sont pas des gangs. Ce sont des personnes qui se sont organisées autrement que les gangs. Parce qu'entre eux-mêmes, ils se bagarrent. Hein. Ah bon? C'est pas des gangs. Le gang, il y a un chef et puis tout le monde est au pas et puis on va faire la guerre à un autre gang. Alors que là, des fois, entre eux-mêmes, un intra, ils sont pas d'accord avec eux-mêmes. Donc il n'y a pas de gang organisé, il y a des quartiers qui ne veulent pas que d'autres personnes du quartier qui ne sont pas du quartier puissent venir, des trucs comme ça. Ça a toujours existé. Mais c'est amplifié, c'est tout. Il y a des groupes de personnes qui se retrouvent, un à Châteauneuf, flotté à Langelier, l'autre ceci, cela, et puis c'est un petit noyau de voyous, de vagabonds, de délinquants qui se retrouvent, mais ils sont de différents quartiers. Est-ce que les délinquants sont essentiellement des demandeurs d'emploi? Ils demandent des emplois des fois. Comment? Ils demandent ça? Des chômeurs. Des chômeurs? Oui. Oh, Est-ce que les délinquants sont souvent des chômeurs? Je ne sais pas, je n'ai pas ces statistiques-là, mais je sais que le travail, c'est leur métier. C'est ça leur métier. Alors après, s'ils sont soutenus par des aides d'assistance sociale de l'État, c'est chose qui est sûrement vraie. Mais par contre, leur vrai métier, c'est d'emmerder les autres. De rendre la vie difficile aux autres. Je veux dire, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent normalement, mais qui en même temps sont des dealers? Bien sûr. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Oh, il n'y en a pas aussi tellement que ça, mais il y en a. L'essentiel, ce sont quand même des gens qui ne travaillent pas, quoi. C'est les gens qui ont choisi de ne pas travailler officiellement pour pouvoir faire ça. Parce qu'il y a des personnes qui se retrouvent obligées de vendre, parce qu'on demande de le faire revendre, mais qui ont une vie, ils sont obligés de travailler soit au black ou autre. Et qui font ça pour pouvoir arrondir le fin de mois, ou bien ils sont pris dans l'engrenage parce qu'ils doivent un service. C'est comme les prostituées sur la voie publique. Il ne faut pas les demander aux prostituées pourquoi elle est là. Il y en a dedans qui sont là d'office et leurs familles sont retenues en otage chez eux, là-bas. Et puis ils font la prostitution. Hommes ou femmes font la prostitution ici parce qu'ils sont la famille retenue en otage. Et puis il y en a très peu, le noyau, vraiment le petit noyau, qui décide d'être prostituée d'elle-même. Vous parlez des Dominicaines? Je parle de toutes les nations. Non, mais en Haute-Seine, c'est essentiellement des Dominicaines, non? Oui, il y a des Dominicaines, mais il y a d'autres nationalités. Oui. Mais la plupart des fois, vous allez rencontrer une prostituée, puis il veut vous parler, il va vous dire que, ma famille, mon père, ma fille, ma maman, il y a quelqu'un qui est pris en otage pour qu'elle puisse travailler. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Bon, je n'ai pas été vérifier toute la véracité des choses, mais je vois la souffrance des filles. Hein. Ce sont des filles qui souffrent, il ne faut pas croire. Hein. Vous voyez, boire de la bière constamment toute la nuit comme ça pour tenir, c'est s'imbiber d'alcool pour pouvoir tenir, ça veut dire que c'est une destruction de soi-même, hein, en quelque part. Donc moi, ces personnes-là méritent le respect parce qu'elles sont vraiment en grande souffrance. Et après, il y a la délinquance qui gravite autour, mais 99% des affaires, c'est pas une prostituée. Est-ce qu'elles ont des macros? Bien sûr, comme partout. Mais est-ce que les macros... Macro et macrel, oui.
Macro-Macrel. Est-ce que c'est des Martiniquais et des Martiniquaises? Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des Martiniquais, Martiniquaises, il y a de Saint-Domingue même, il y a d'Haïti, il y a de tout. Hein. Ça dépend le quartier où tu travailles. On parle des terres Saint-Ville, Il y a plusieurs territoires aux terres Saint-Ville. 1 kilomètre carré, 2 territoires partagés. Est-ce que les boutiques qui sont là sont des boutiques qui permettent de blanchir de l'argent? Ça, je ne sais pas. Par contre, je sais qu'il y a un grand nombre qui ne sont pas légalement là. Et la ville de Fort-de-France a compris ça, à force de marteler, de me demander. La ville de Fort-de-France a enfin décidé, il y a quelques années, d'arrêter de donner des licences pour les terres Saint-Ville, sur les terres Saint-Ville, parce qu'il y en a trop. Il y en a trop pour le peu de placements, d'immeubles, d'habitants, il y en a trop. Terre Saint-Ville représente pratiquement l'équivalent de nombre de débits de boissons en Martinique. C'est terrible, quoi. C'est un peu trop. Est-ce que ces femmes-là gagnent bien leur vie? Ah ça, je ne sais pas. Je ne pose pas la question. Mais je leur laisse cette misère-là et je les plains. Parce qu'il faut savoir que ces filles-là côtoient toutes sortes de personnages. Hein. Et côtoient le délinquant, le voyou, même peut-être le policier, l'avocat ou bien le politicien, mais ils côtoient aussi des personnes infectées de maladies et des personnes qui ne se lavent pas, des personnes qui sont séquelées, qui sont fous, et ils côtoient n'importe quoi. Donc c'est une vie très terrible pour elles. Et ils, parce qu'il y en a des îles. Bon, ce sera ma dernière question. Est-ce qu'il y a donc une petite bourgeoisie martiniquaise qui fréquente les terres Saint-Ville? Tout le monde fréquente les terres Saint-Ville. Ah et bon? je me tais là-dessus. Parce qu'on voit. Vous voyez, vous ne voulez pas dire, mais voilà. Vous voyez. On voit. On me voit partout. Hein. On va me dénoncer à la copine. On me voit partout. Moi, je ne dévoile pas. Oui, mais vous, pour être là, vous avez au moins un alibi. Oui, je travaille. Vous êtes policier. Mais bon, comme je dirais l'autre, je me tais, c'est leur vie, ils font ce qu'ils veulent avec. Si tout le monde faisait comme ça, on n'aurait pas de problème en Martinique. Hein. Les couples se porteraient très bien. Vous vous rappelez qu'à un certain moment, Camille Darcière avait mis des barrières pour empêcher... Ça, j'étais en colère contre lui. Vous étiez en colère contre lui? Bah ouais, parce que les délinquants, ils passaient à moto et puis nous, on est devant la barrière. Ah ouais, c'est vrai. Donc voilà, donc c'était pas bien, c'était pas bon du tout. D'ailleurs, ils l'ont enlevé vite fait, ils ont vu ça a été très vite. J'ai eu des doigts d'honneur avec le mec, le fusil de chasse dans le dos, et le mec me fait le doigt d'honneur et puis il continue, moi je suis devant la barrière. Ah bon? J'ai eu droit à une séance de convocation et d'audition par la préfecture pour ça. Parce que j'ai pesté, puis comme par hasard, j'ai été filmé. Et j'ai été filmé par une petite chaîne, une grande dans les petites. Et ça est passé dans le journal et je pestais contre les barrières, des coups de pied dans la barrière tellement j'étais en colère et ça a été une catastrophe. C'était Madame Concon qui était en charge de la sécurité à la ville de... Oui, absolument. Donc on avait croisé le fer violemment. D'accord. Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose que je ne vous ai pas donné l'occasion de dire? Ben, je souhaiterais dire à la population de la Martinique que nous sommes dans une situation d'inversion des valeurs, nous sommes dans une situation chaotique, mais que tout est possible. C'est-à-dire que ce qui est fait peut être défait. Ce qui n'est pas fait n'est pas à faire. Donc, il faut qu'ils gardent l'espoir et puis il faut qu'eux, ils puissent choisir franchement, en toute objectivité, ceux qui doivent gérer leur vie parce que les dernières décennies-là, c'était une catastrophe et nous nous retrouvons comme ça. Toute la France est comme ça d'ailleurs. Mais nous nous retrouvons en Martinique avec des difficultés, avec des violences et avec des personnes qui doivent protéger la police et au contraire qui tirent sur la police. Et qui, au lieu de dire que c'est pas bien de tirer sur la police à balles réelles, eh bien, on encourage ça. Et tant qu'on encouragerait ça, eh bien, vous ne vivrez pas tranquille parce que les policiers, eux, ils ne sont pas en sécurité avec de tels propos, de tels agissements, mais que vous n'aurez pas la sécurité parce qu'actuellement, tous les policiers sont au bord du burn-out parce que la tâche de travail est énorme et en plus de ça, il y a une partie de la population qui s'amuse à penser qu'ils ont tous les droits et de tirer sur eux, de faire n'importe quoi et qu'il n'y a pas d'agissement, il n'y a pas de punition. Donc prenez-y à deux mains justement l'affaire de sécurité, d'insécurité et de violence. Les Martiniquais, vous devriez vous ressaisir et dire on ne stoppe pas ça, mais pas en faisant des marches. Je veux bien participer aux marches, je veux bien vous aider sur les marches, mais en fin de compte, après la marche, on recommence. Donc il faut à un moment donné qu'en haut lieu, on puisse dire on fait le combat.
on fait le combat, on mène le combat, et pas laisser les policiers, les gendarmes seuls à mener cette lutte, et puis que c'est des coups d'épée dans l'eau, puisque derrière la justice n'a pas les moyens ou ne veut pas le faire. Voilà, donc vous avez une police que vous ne méritez pas parce qu'elle n'est pas complète. Elle n'est pas complète, elle n'est pas suffisante. Et police et gendarmerie, on n'est pas suffisant, on n'est pas complet pour faire ce qu'il y a à faire. Petit à petit, il faut lutter, il faut nous aider à nous équiper. Et encore une fois, la police n'est pas contre la population, ni la gendarmerie. Nous sommes là pour protéger les biens et les personnes. Mais pour faire cela, il y a du collatéral. C'est-à-dire qu'on va enlever les mauvaises personnes parmi les bonnes personnes. Pour un moment donné, et quand ils reviennent, ils sont devenus des bonnes personnes, ils ont payé à la société. Donc, population de Martinique, croyez en notre vouloir de vous aider, mais le pouvoir, c'est autre chose, c'est vous qui l'avez. Merci. Merci beaucoup. Chers amis du canal Martinique Télévision, nous avons eu le plaisir de converser devant vous avec Louis Berthet, qui est le secrétaire territorial adjoint de Alliance Police Nationale. C'est un syndicat de la police qui politiquement est très à droite. Hein. C'est la réalité. Je m'attendais que vous puissiez dire que je suis Front National. Mais bon. Ah, vous êtes identifié vous-même? Non, c'est ce que vous m'aviez dit ça une fois. Ah, moi, je m'attendais à ce que vous puissiez... Oui, vous m'aviez déjà dit ça. Je m'attendais à cela, mais bon, vous savez... votre émission allait se terminer, mais c'est terminé, c'est pour vous. C'est vous-même qui avez dit vos affaires, je n'ai pas prononcé ce mot. Mais il y a plein de Martiniquais qui votent de ce côté-là. Hein, oui, mais je veux dire que le citoyen que je suis, je compose avec ceux qui veulent faire quelque chose pour le pays. Et je condamne toute forme de racisme, de violence. Mais le reste, si la personne amène quelque chose de bien pour le pays, c'est pas un pestiféré pour moi. Pas. Merci beaucoup. Merci M. Jordan Adélaïde pour votre réalisation. À très bientôt. Au revoir.